à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourage avec un casting de folie. Je suis ravie, ça fait longtemps que je veux faire un sujet comme ça. Voilà, les femmes peuvent-elles réussir? Je sais même pas encore comment je vais l'appeler exactement pour le titre, mais l'idée c'est de réfléchir aux différences qui existent encore entre la réussite féminine et la réussite masculine en parlant de vos expériences dans vos univers. Vous allez d'abord vous présenter et ensuite je vous partagerai quelques petites stats que j'ai notées qui posent les bases. Et de là, on pourra dérouler. Mais écoute, Justine, si tu veux commencer pour te présenter, pour les personnes qui ne savent pas encore qui tu es, n'hésite pas. Ok, moi c'est Justine, j'ai 26 ans et de base je pensais vraiment que j'allais être salariée, que j'allais avoir un patron toute ma vie. Et en fait tout s'est un peu chamboulé du jour au lendemain parce que je me suis retrouvée à l'hôpital entre la vie et la mort. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas vécu mes rêves, que j'avais plein de regrets. Et au final je me suis dit, si je m'en sors, je veux vraiment pouvoir réaliser tout ça. Et comment je pouvais faire ça? Il fallait que je trouve en fait une activité qui allait pouvoir me faire gagner de l'argent en ligne, entre guillemets. Parce que moi, je voulais vraiment voyager. J'avais jamais eu les moyens de voyager, de partir de Bordeaux. Et au final, 3 mois plus tard, je sors de l'hôpital et je me lance en tant que community manager. Je pars à Bali. Je gagnais 3 000 € par mois à l'époque et je m'en sortais très bien. Et en fait, aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 1600 femmes à faire la même chose, à devenir community manager. J'ai une équipe de 40 personnes qui m'aident à accomplir tout ça. Wow. Et ouais, merci. Et du coup, j'ai créé la formation Liberté Digitale qui m'aide à accompagner plein de femmes à devenir community manager, devenir indépendante. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être là parce que je pense qu'on va pouvoir vraiment parler d'un sujet qui me tient à cœur en plus de ça. Et c'est hyper intéressant, on reviendra sur pourquoi tu as choisi de t'adresser aux femmes spécifiquement et voilà ce que ça a changé peut-être dans ce que tu as pu observer avec les hommes. Libellule, les gens te connaissent déjà parce qu'ils ont tous déjà vu la vidéo que je mettrai ici, mais au cas où ils l'ont pas vue, on sait pas pourquoi, oui, bien sûr. Tu peux te représenter. Écoutez, moi c'est Libellule, j'ai 25 ans et aujourd'hui je suis créatrice de contenu dans la sexualité et pour la femme, vraiment principalement. Ancienne travailleuse du sexe, j'ai monté ma boîte dans le porno il y a 3 ans, enfin pendant 3 ans et ça fait 1 an et demi que je le fais plus maintenant, que maintenant je me suis vraiment concentrée pour parler de sexualité, de féminisme, d'harcèlement de rue, d'endométriose, et de sujets qui touchent vraiment principalement les femmes et surtout des sujets qu'on ne parle pas assez et essayer de démocratiser un petit peu tout ça, détaboudiser comme j'aime bien dire tous les sujets qui sont dits tabous. Merci Libé et Diane. Du coup, moi c'est Diane Lair, donc j'ai été élue Miss France 2022 il y a 1 an et demi de ça maintenant. Depuis je suis animatrice radio tous les matins sur Europe 2, ce qui est super chouette. Évidemment créatrice de contenu à côté, il y a aussi l'écriture d'un bouquin, des conférences sur la prise de parole en public parce que de base je suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise en public. D'ailleurs avec Louise on se connaît depuis longtemps, on était ensemble au collège donc elle le sait, je pars de très loin. J'ai un parcours qui a rien à voir parce que moi je m'étais jamais maquillée, jamais coiffée, jamais porté de talons. Enfin bon, encore une fois il y a une témoin autour de la table qui peut en juger et c'est vrai que la vie a pris un 360 et ouais c'est intéressant parce que moi je suis arrivée du coup dans un milieu très féminin pour le coup. Donc il n'y a pas de question de est-ce que la femme peut réussir parce que pour le coup là c'est la femme avant les hommes et c'est limite est-ce que les hommes peuvent réussir dans mon domaine donc qui est le concours de beauté en général. Par contre par la suite dans tout ce que j'ai fait donc la radio par exemple là la question de l'homme revient un peu plus de savoir quel est le rapport là-dedans et donc ce sera plus intéressant d'en débattre. Et quelle est la place de la femme quand elle revient dans ce milieu-là? Écoutez, grave intéressant, plein de questions viennent pour chacune de vous. Je voulais juste qu'on parle un peu de chiffres parce que je sais qu'il y aura des gens qui tombent sur cette vidéo qui sont de mauvaise foi et qui vont même pas regarder la vidéo, qui vont dire mais bien sûr, enfin bref, je vais éviter de leur donner des idées, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Déjà, si on parle du pourcentage de femmes qui obtiennent leur bac, donc déjà il y a 92% des femmes aujourd'hui qui obtiennent leur bac contre 82% des hommes, donc on est surreprésenté à la sortie du lycée. Dans les études supérieures, les femmes représentent 55% des inscrits, donc on est là aussi en majorité, les femmes font globalement plus d'études supérieures que les hommes. Après, quand on regarde dans des professions qui sont plus valorisées et plus rémunératrices, par exemple le fait d'être ingénieur, eh bien là on tombe à 24%. 24% des femmes deviennent ingénieurs après leurs études. 30% des femmes deviennent entrepreneurs. C'est quand même un chiffre qui est en hausse, mais ça reste quand même à 70% masculin. Et alors, si on va tout en haut de la hiérarchie, on va dire, professionnelle, et qu'on prend le nombre de femmes qui dirigent une boîte du CAC 40, eh bien, il y en a 3. Voilà. C'est déjà mieux qu'il y a 3 ans, où c'était 0. Donc, on est en progrès, mais on voit quand même que quand il s'agit d'arriver en haut et d'avoir des postes à haute responsabilité, les femmes manquent cruellement. Donc voilà, toute la question, c'est de se poser, est-ce que c'est parce qu'il y a un plafond de verre? Est-ce que c'est parce qu'elles-mêmes s'autocensurent? Je pense qu'il n'y a pas une seule vérité.
il y a des réponses qui sont multiformes. Mais déjà, vous, quand vous étiez enfant, l'ambition, je pense, elle se crée à ce moment-là. Je pense que l'ambition, elle naît aussi de nos aspirations, de nos rôles modèles. Est-ce que vous vous souvenez peut-être le premier métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Maîtresse d'école. Mais je crois que moi, j'ai jamais eu trop un métier en tête. Justement, c'est ça qui m'a toujours perturbée, c'est qu'est-ce que tu fais après le lycée? Tu vois, je trouvais qu'on est dans l'école, enfin c'est encore un autre sujet, mais que l'école ne nous parlait pas assez des différents métiers que tu pouvais avoir. On apprenait des bases et puis après tu partais, on te lâche et tu sais plus quoi faire. Moi, j'avais vraiment pas d'idée en tête, c'est pour ça que j'ai pris un truc très général ensuite. Mais je crois que toute petite, moi, je me disais qu'être maîtresse d'école, c'est trop bien, parce que j'ai toujours aimé apprendre et faire apprendre, tu vois. Plus d'ailleurs que peut apprendre moi-même. Bah, ça, c'est marrant, parce que je pense que la question du rôle modèle se vérifie. C'est qu'aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres en l'occurrence pour cette stat, si vous l'avez, partagez-la nous, mais la majorité des institutrices sont des femmes. Donc c'est peut-être aussi que tu t'identifiais. Je pense que c'est ça. À ce métier-là parce que c'est ce que tu avais vu, ce à quoi t'aspirais. Ça sûrement joué un petit peu. Puis il y a hôtesse de l'air pour ma mère, tu vois, c'est pareil. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'ai toujours dit que je voulais aider les gens. Ma mère, elle me répétait souvent ça, que quand j'étais petite, on me demandait ouais, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et je disais tout le temps aider les gens. Du coup, ça a commencé en voulant être pompier. Donc, j'ai été jeune sapeur-pompier pendant 3 ans et demi. Et milieu très masculin, hein. Voilà. Malheureusement, ça a été un peu compliqué parce que j'ai commencé du coup à 13 ans et demi. Parce que c'est comme ça que tu commences en étant jeune sapeur-pompier pour après être pompier volontaire et après pompier pro. Donc, tu as 4 ans de formation et moi, j'ai fait que 3 ans. J'ai pas été jusqu'au bout parce que du coup, comme tu dis, c'est un métier qui est très masculin. Et là, à ce moment-là, tous les enfants qui étaient dans ma team, c'était tous des enfants de pompiers. Sauf moi. Donc si tu veux, déjà, il y avait un level qui était plus élevé et j'étais un peu mis un peu sur le teco parce que mes parents n'étaient pas pompiers et c'est très, très militaire, même à cet âge-là. Et mentalement, physiquement, c'était vraiment hardcore à des moments, vraiment, même si j'adore ce métier, mais ça m'a un peu dégoûtée du métier, je vais pas mentir, désolée hein, s'il y a des formateurs qui voient cette vidéo, mais c'est comme ça, c'est la vie. Franchement, il y a eu des moments qui ont été très durs. Et du coup, ça m'a un peu trauma de pompier. Mais je voulais quand même rester dans un truc de pouvoir apporter quelque chose à des gens et surtout être avec des gens. Vraiment, moi, c'était être avec des gens, faire de la relation clientèle ou avec des gens. Du coup, après, j'ai fait plein de trucs, commerce, service, barmaid. J'ai travaillé en tant que femme de ménage sur les bateaux. Je ramassais la merde et le vomi vraiment pendant 1 an et demi. C'était vraiment mon métier. Je faisais ça tous les jours. Je me réveillais à 3h du mat et je me couchais à je sais pas quelle heure pour ramasser du caca et du vomi toute la journée pendant 1 an et demi. Donc, il y avait quand même plein de trucs différents. Et voilà, mais j'ai quand même aidé les gens finalement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je fais. Et hier, bizarrement, j'ai reçu un vocal d'une abonnée qui m'a fait trop du bien et qui m'a vraiment montré que c'est vraiment pour ça que je fais ce taf, que les filles, elles se sentent vraiment aidées et quand elles se lèvent le matin, elles se disent en fait je peux être qui je veux et je peux kiffer ma vie. Et je me suis dit ok, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, non mais grave, franchement t'es un très bon exemple je trouve du fait qu'on peut réussir en restant vraiment fidèle à soi-même. Donc ça, on y reviendra. Justine, qu'est-ce que tu voulais faire toi? Moi c'est marrant, je m'en souviens pas. Je me souviens pas du tout, je pense que j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire parce que tout simplement je savais pas et justement ça a été une grosse période pendant mes études, je savais absolument pas ce que je voulais faire. Et moi je te l'ai dit, moi je suis très dans les règles et du coup je me suis dit je vais faire mes études, mes diplômes, mon master et ça va déboucher quelque part. En fait dans ma tête c'était comme ça. C'était mécanique quoi, tu t'es dit de toute façon il faut faire ça et tout. Clairement ça. Je me suis dit je fais et à un moment donné, je sais pas, je me suis dit on va peut-être me dire c'est ce job qui correspond. Mais t'as fait quoi comme métier? T'as été jusqu'à où? Moi j'ai fait plein de trucs, j'ai une licence 2 de maths fondamentale. Oh my god. Ah oui, mais en plus, t'as un truc quand même spécifique. T'es une gigatronche, ok, incroyable. En fait, je voulais devenir photographe de base et je m'étais dit, je vais préparer, photographe, mais j'avais, je crois que c'était au moment du bac, donc pas quand j'étais petite, j'ai 26 ans. On a toutes le même âge quasiment, c'est marrant. Ouais. Okay. J'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi maintenant du coup. non, mais je me suis beaucoup réorientée, j'ai fait là les maths, ensuite je me suis réorientée en école de commerce spécialisée dans le sport, parce que j'adorais le sport, j'adorais les réseaux sociaux, et vraiment genre gros switch. Et en fait, je me disais qu'est-ce que j'aime aujourd'hui et c'était les réseaux sociaux, créer du contenu et tout parce que du coup je touchais un petit peu aux réseaux sociaux mais c'était il y a longtemps. Et ensuite, je me suis réorientée vraiment en école de commerce parce que là, je me disais, ok, je pense que je veux travailler sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce que je veux faire, mais j'avais une petite idée et du coup, c'est pour ça que même moi, je suis devenue community manager, mais de base, je pensais vraiment être la créatrice salariée. De contenu, quoi. Non, je voulais être salariée, travailler pour les boîtes qui vous contactent en gros, tu vois, et dire. Tu voulais être dans un confort un peu, peut-être. Ouais. Une sécurité, mais c'est ça qui m'interpelle dans vos retours et dans vos aspirations, c'est que j'ai l'impression que
Ouais, mais que vous vous autorisiez pas tellement à rêver. Ça a dream. Ici, ça a dream. Moi, j'ai dream. Je mettrais en plus, j'ai vraiment pas envie d'être. Enfin, tu sais, parfois il y a le cliché des féministes qui, du coup, veulent pas reconnaître les progrès et tout. Si, je le reconnais. J'ai pas envie d'être à dire, être dans la victimisation des femmes. Mais c'est vrai que moi, j'ai déjà vu des interviews vous savez, de petits garçons et de petites filles. On leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Et les petits garçons, ils te disent pilote, astronaute. Tu sais, des trucs de ouf. Et les petites filles, c'est des trucs beaucoup plus sécuritaires. Après, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, est-ce que c'est mieux ou moins bien? Je sais pas, je suis pas là pour émettre de valeur, de jugement de valeur sur les métiers. À cause de tout ce qui se passe. Mais du coup, c'est marrant, je trouve, de constater qu'on s'autorise peut-être moins à rêver. Est-ce que c'est pas dû au jouet aussi? C'est au Est-ce qu'il y a même pas, parce que tu vois, les garçons ils jouent avec des voitures, ils jouent avec des astronautes, ils jouent avec ça, et nous on joue au Barbie, on joue avec des petits chiens. J'entends beaucoup des enfants me dire qu'ils vont aller au vétérinaire, tu vois. Mais est-ce que ça joue pas aussi le fait que tu joues toujours avec la même chose? Donc quand tu prends un jouet, c'est parce que c'est un espèce de rêve que tu fais, tu crées une fausse réalité. Est-ce que tu te projettes pas dedans en te disant que tu voudrais la même chose, et que du coup le jouet avec lequel tu joues, tu t'identifies? Oui. Ouais, mais je pense qu'il y a ça, mais c'est pas à cause des, c'est pas genre les enfants qui veulent, c'est genre toute la société et tout ce truc de quand t'es petit, quand t'es une petite fille, on te dit, bah déjà on fait un gender reveal où on te dit direct bleu, rose. Après, genre, t'as ce truc où tu vas dans un magasin avec ton enfant et tu lui dis, ben tiens, choisis un truc, si tu veux prendre un truc, ben tout le rayon fille, c'est que des trucs dits, genre, ben comme tu dis, poupée, trucs de make-up, trucs d'habits. Enfin, il y a déjà des mini trucs de make-up pour les 3 ans, tu vois, que pour les filles, et il y a pas pour les garçons. Donc forcément, quand t'es petit, tu penses pas au féminisme et tout, tu penses juste à, ben c'est mon côté, c'est ça que je dois aimer, tu vois. Donc t'es matrixé par ça déjà en fait. Donc si t'as pas des petits, tu expliques à ton enfant, ben en fait tu peux jouer à ce que tu veux. On s'en fout, on peut aller dans le rayon des garçons, tu peux être adapté aussi, tu vois. Je pense que c'est pour ça que quand tu vois des interviews où c'est des petites filles ou des petits garçons, surtout à un certain âge, ben elle et lui ont été matrixés par un truc de ben moi je suis un garçon donc je dois aimer ça parce que à la télé, parce que les dessins animés, parce que dans les magasins, tu vois. Ouais, mais le problème pour moi c'est que si jamais on le déconstruit jamais, du coup on se ferme des portes parfois inconsciemment. Ah mais oui, complètement. Et je pense que c'est notamment le cas pour des métiers scientifiques où en fait comme y a pas de représentation, comme les femmes se projettent moins. Et que, en plus, peut-être, je sais pas toi comment c'était en licence de maths, tu vois. On était 3 filles. Et du coup, en fait, tu te sens même pas forcément. On était 3 filles dans l'amphi. Tu te sens même pas forcément à l'aise. Ouais. Donc, t'as même pas. Est-ce que ça a joué, tu penses, dans le fait que t'as changé de voix? Très masculine avant. Okay. Je trouve aussi, j'ai toujours été avec des garçons, même quand j'ai évolué et tout. Même aujourd'hui, je suis dans un univers très masculin, alors que je voudrais moi-même qu'il soit plus féminin. Mais je pense que je m'en suis un petit peu jouée parce que du coup, je me mettais un petit peu plus en avant, on me remarquait plus, donc je pouvais, tu vois, choper un petit peu plus d'infos, évoluer, etc. Et même aujourd'hui, je pense que j'arrive à faire parler un peu de moi dans l'entrepreneuriat parce que je suis une femme et que justement, j'ai envie de déconstruire plein de choses. Tu fais de ton apparence faiblesse une force, quoi. Pas vraiment. Plus, je pense là, maintenant, un petit peu, je sais, j'ai essayé un petit peu, mais tu vois, ça m'énerve parce que les gens, ils vont dire, ouais, si tu réussis, c'est parce que t'es une femme, c'est parce que t'es jolie. Quoi? C'est parce que t'as sucé. En plus, tu le disais, parce que comme en plus t'es pas mal à Dubaï, il y a beaucoup de gens qui te prennent pour une escorte, tu me disais. Les gens pensent que je suis une escorte, que je fais du... Quand elle arrive à un séminaire, alors limite celle qui fait la conf, et les gens lui demandent si c'est pas l'escorte qui accompagne machin. Ouais, ou quand je gagne... Enfin, en gros, j'ai dit que je gagnais des sous, je dis pas combien je gagne, parce que je sais que ce serait... les gens, ils s'arrêteraient à ça. La France n'est pas prête. Mais c'est ça, hein. C'est clairement la France. Dans plein d'autres endroits, dans plein d'autres pays, tu peux parler de ton salaire et tout. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, en France, en plus, t'es une femme et en plus, tu gagnes bien ta vie, plus que la normale. Obligé, on va te dire que soit t'es une prostituée, soit t'es une escorte, soit tu mens, ou soit que c'est pas mérité. Je crois que pour moi c'est le pire que c'est pas mérité. Que ça a été simple pour toi. Ouais, c'est la chose qui me tend le plus, c'est vraiment quand je vois des commentaires comme ça où ils disent mais tu mérites pas ton argent, mais tu mérites pas. En fait, tu sais pas quel parcours j'ai, tu sais pas par quoi je suis passée, tu sais pas quelle dose de travail je mets. Oui, parce que les gens ils disent ça sur 3 secondes de vidéos qu'ils ont vues de toi ou de trucs de toi qu'ils ont vu à la télé en fait. Et en fait, ils te disent ça sans rien savoir en ayant vu une demi-partie de ta vie, tu vois. Donc forcément, les gens, ils sont matrixés par ça et c'est comme ça qu'on crée un haters en vrai de vrai. Ouais. C'est quelqu'un qui se fixe sur 3 secondes de vidéo et qui se dit « Ah là, t'es vraiment une pute !» Non mais je trouve que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. C'est-à-dire que moi je parle de fais-le alors, tu lui dis fais. Tu vois, pour moi, le problème, c'est aussi les inégalités salariales. Le problème, c'est qu'il y a que 3 femmes qui dirigent une boîte du CAC 40,
que, tu vois, aujourd'hui, c'est un sujet dont je voulais vous parler, c'était la valorisation des métiers, parce que je me suis penchée dessus quand j'ai écrit mon livre. Enfin, tu vois, tu prends même des professions qui sont pas censées être ultra valorisées. Tu prends des éboueurs, qui sont extrêmement nécessaires à la société, on est tous d'accord, et des infirmières qui, là aussi, sauvent des vies. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, une infirmière gagne moins qu'un trader. Et pourtant, c'est largement le cas. C'est pareil pour les professeurs d'école, je comprends pas. Ils passent plus de temps Pareil, que les parents avec les enfants. Ouais. Pourquoi le salaire n'est pas plus haut? C'est eux qui font littéralement toute l'éducation des enfants. En quoi? Parce que en effet, Ah, c'est souvent ça qui, pour vous dire, pour terminer sur donc, les éboueurs qui gagnent en moyenne entre 2500 et 3000 euros par mois, et des infirmières qui parfois ont du mal à atteindre 1500 euros par mois. Tu sais, je savais pas, tu vois. Et les infirmières sont à 90%, je crois, des femmes, et les éboueurs sont à 90% des hommes. Donc on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, c'est quand des professions sont très féminisées qu'elles vont être moins valorisées socialement et donc financièrement. Et en effet, quoi de plus important que de former les personnes qui vont être la force de travail et la main-d'œuvre de demain, donc les professeurs, les institutrices, qui n'arrivent même pas à gagner 2000 euros, alors qu'on voit des personnes qui brassent de l'argent pour faire de l'argent, qui gagnent des milliers d'euros. Donc en fait, c'est pas tant une question de la valeur qu'ils rapportent. Pour moi, c'est du choix de la valeur qu'on associe à leur rapport à la société. C'est qu'on a choisi de se dire, ok, voilà, ou même dans la tech, ils inventent les innovations de demain, c'est hyper important, c'est ce qui va rapporter énormément d'argent, donc on les paye, tu vois, chez Google, les développeurs, ils sont payés vraiment des milliers et des cents. Mais est-ce que les professeurs, c'est pas aussi extrêmement important parce que, en fait, c'est les cerveaux de demain, et sans ces cerveaux-là, de toute façon, la tech, elle pourra pas exister, tu vois. Donc pour moi, il y a un vrai sujet de valorisation des salaires. Et je me dis, si jamais on met pas le doigt dessus, et si jamais on ne le dénonce pas comme étant une inégalité, en fait, ça bougera pas. En fait, on continuera à se dire oh non, mais en vérité... Enfin non, en fait, je suis désolée, les infirmières, elles sont indispensables à notre société, et on a de plus en plus de mal à en recruter, de même pour les professeurs, parce qu'en fait, oui, ils sont pas payés... leur salaire ne reflète pas le travail qu'ils fournissent, quoi. Et je crois, d'ailleurs, j'y pense que j'ai reçu un DM d'une fille qui me disait c'est très bien de dénoncer le salaire des couturiers et des couturières qui font nos vêtements, parce que je rappelle que ça environ 83 euros par mois au Bangladesh. Mais nous, en France, les externes en médecine, on est payé entre 200 euros et 500 euros par J'ai mois. un ami, il travaillait limite plus de 10 heures, 12 heures par jour. C'est scandaleux. Il était payé vraiment au lance-pierre. Il y en a beaucoup qui abandonnent à cause de ça maintenant. C'est horrible. Oui, mais tu vis comment sinon? Tu parles des infirmières et tout, mais tu vois, par exemple, moi, je vois mon daron qui bosse toujours encore, hein, qui a bossé comme un malade toute sa vie, qui bosse comme un ouf, tu vois, genre, c'est un truc de fou, mais pour un salaire qui pue la merde, tu vois. Genre, par rapport au travail fourni qu'il fait, tu vois, par rapport à l'impact que le travail a dans sa vie privée, qui devrait compter dans un salaire à un moment donné, parce que tu bosses comme un ouf, t'as la tête comme ça, t'en peux plus, tu vois, mais au final, tu es en train de calculer si tu vas pouvoir finir de graille ce mois-ci, tu vois. Ça n'a pas, c'est pas logique, tu vois. Et moi, je sais que aujourd'hui, c'est pour ça que je dis tout le temps que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, que je fais partie des gens hyper privilégiés, même si j'ai énormément bossé, que j'ai absolument la valeur de l'argent, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment eu des métiers ingrats, vraiment, où on m'a traité comme une merde, et qu'on m'a dit de toute façon, t'es bonne qu'à faire ça, nettoyer la merde et le vomi, des parents qui me voyaient nettoyer le caca, qui disaient à leurs enfants, tu vois, si t'as pas de bonnes notes à l'école, tu vas être comme la dame là-bas. Et premier degré, je te jure, les gens se permettent ça. Et c'est un truc de fou. Et moi, j'ai été voir la petite fille, je lui ai dit, t'inquiète pas, ma belle, genre, tu vas réussir ta vie. Moi, j'ai réussi ma vie. Et c'est grâce à moi que si tu peux te balader dans le bateau sans marcher dans du vomi, ma reine, tu vois. Et j'ai regardé la mère, mais tiens, en mode, mais comment tu peux aujourd'hui avoir une éducation comme ça, tu vois? Et je pense qu'il y a un vrai problème encore aujourd'hui sur la valorisation, oui, des métiers, des salaires, mais je suis d'accord que les infirmières et tout, ils devraient gagner plus d'argent, tu vois. Les éboueurs, ils gagnent leur argent, parce que pareil, sans les éboueurs, vous avez bien Oui, vu, de toute façon, le but, c'est pas de retirer à un pour donner à l'autre, mais Voilà, c'est juste moi, ce qui m'interpelle, c'est de tout se mettre dire droit, les quoi. professions majoritairement féminines, le fait d'être puéricultrice, le fait d'être à l'école, le fait d'être ménage, voilà, en fait, c'est socialement les moins rémunératrices. Alors que ce ne sont pas du tout celles qui apportent le moins de valeur à la société, les mères au tu vois. foyer aussi, tu vois. Et les mères au foyer aussi, Les alors mères là, au n'en foyer, parlons pas. c'est un métier d'être mère au foyer, c'est un métier d'éduquer des gens, d'éduquer des humains, c'est un métier, ça restera un métier, c'est comme être professeur des écoles, t'éduques des petits humains, tu vois, tu les aides dans leur évolution, tu vois, tu fais partie, bon après, je vais pas mentir, moi j'ai pas du tout été aidée par l'école et par les professeurs, et ça je l'ai toujours répété, ça m'a plus desservi que servi, mon expérience de l'école, ça a été horrible, mais
Je pense qu'aujourd'hui, on a cette espèce de pression aussi où on faut absolument qu'on trouve un métier qui nous plaît, qui nous fait gagner notre vie. Et c'est très dur aujourd'hui de trouver un métier qui nous plaît et qui fait qu'on est à l'aise. Parce que je te parle de à l'aise en mode, tu peux bien évidemment manger tous les jours, payer ton loyer, payer tes factures et te faire plaisir. Et ça n'existe pas pour plein de gens. C'est juste moi, je pense manger. que c'est la société qui nous éduque mal aussi par rapport à ça. Parce que je le vois, la plupart de mes potes, ils gagnent un salaire tous les mois, à la fin, ils ont 0. Ouais. Ils attendent le prochain salaire. Ouais, et je pense que c'est aussi ça, c'est que... Oui, ils commencent même le début du mois, ils sont déjà endettés. Mais moi, c'était ça. Mais moi, Moi, à l'école, on m'a pendant des jamais années. appris à gérer mon argent, à investir, à Mais mettre bien de sûr. côté, à dépenser Mais oui. moins. Mais Et oui, je oui. pense qu'il y a un gros souci. Et Ah, mais il y a un Mais gros moi, je te dis, c'est on est lâché dans la liberté quand tu sors, quand tu t'as le bac, on t'a lâché. Tu sais, c'est débile, hein, mais tu sais pas payer une facture. Tu sais pas ce que c'est les impôts. En fait, et pourtant, c'est des bases qui, quand tu sors, sont hyper importantes. Je veux dire, moi, la première Les fois. impôts, moi, j'ai payé il y a pas longtemps. C'était la première fois. Mais moi J'avais aussi. ma maman. Et Je savais j'étais pas ce que choquée. c'était, comment Je me suis dit, c'est faire. quand même enfer. pourquoi on m'a jamais appris à faire les impôts. Enfin, je veux dire, mais même des trucs tout bêtes, électricité, EDF, machin, t'en entends parler, mais tu sais pas comment ça marche. Comment t'installes l'électricité chez toi, comment tu remets une ligne, c'est des trucs débiles. Comment un contrat, est-ce qu'on peut se expliquer les différentes clauses, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, dans tous les métiers, ça sert, et pour autant, on ne l'apprend pas à l'école, et on va perdre du temps. Et moi, j'en parle tout le temps, mais sur des théorèmes et des appliquons plutôt que faire de la théorie qui parfois est inutile. Moi, j'avais un vrai souci à l'école. Moi, je faisais partie des élèves qui étaient un peu plus turbulents, on était deux opposés. C'était compliqué pour moi d'apprendre des choses pour apprendre. Apprendre pour apprendre, ça m'a jamais plu en fait. Et je crois que c'est de voir des livres d'histoire, machin, et d'apprendre toute l'histoire. Évidemment que c'est intéressant sur la culture du pays, mais je ne comprenais pas l'intérêt d'apprendre pour réécrire un truc qui est déjà écrit. Parce que si j'ai besoin de le savoir, j'ouvre le livre et je le lis. Moi, j'étais Mais de tout le l'apprendre. contraire. J'avoue, Que j'aimais bien, j'apprenais, moi que aussi. je savais. Mais de l'apprendre pour l'écrire, alors que c'est déjà écrit, c'est quelque chose qui, dans ma tête, ça passait pas en fait. Je me disais vraiment. En fait, c'est comme les maths, c'est une gymnastique intellectuelle qui sert à développer ton cerveau, mais c'est pas concret, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais les maths, à la limite, sur le calcul, ça te sert. Aujourd'hui, quand on parle argent, oui, effectivement. Oui, mais on pourrait te dire, je dégaine ma calculette, tout comme quand tu dis, j'ouvre le livre. Moi, je tu veux vois. quelque chose où si jamais mon téléphone il ne fonctionne pas, mais les bouquins ils sont. En fait, toi, tu veux du concret aussi. Je trouve qu'on n'applique pas assez à Tu veux l'école. l'utilité. Ouais, c'est ça, on n'applique pas assez à l'école. Moi, c'est en école de commerce où un jour on est arrivé. On refait encore la théorie. Je me dis, putain, mais je vais jamais m'en sortir de la théorie en fait. C'est pas mon truc. Et pourtant, si je le fais, bien sûr, j'aurai une bonne note, mais En fait, je ne comprenais pas. on te maraboute sur un truc, tu sais, comme si on te branche et on te donne mille infos pour te dire, il faut absolument que tu saches tout ça. Et t'es en mode, attends, mais, non, en fait. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tout le temps attendu mon diplôme pour être légitime, pour me lancer, pour faire des trucs. Et aujourd'hui, on m'a jamais demandé mon diplôme. Bah non, j'ai créé bah ma bien sûr société, que non, mais oui. tout. Enfin, mes clients Jamais on m'a demandé aujourd'hui, mon bac, personne jamais m'a on m'a demandé demandé mon diplôme. Mais Et tant mieux, pourtant, parce que moi, j'étais j'ai en jamais mode, il faut- récupéré. Mais au-delà de ça, c'est surtout que je me dis pourquoi. Moi, je trouve que les gens qui ont le mieux réussi, les gens qui ont le plus bossé, machin, c'est les gens qui avaient des problèmes et qui ont trouvé une solution par eux-mêmes. Ils ont dû appliquer ces gens qui sont débrouillards en fait. Et ça s'apprend pas à l'école. Il faut qu'on te pose un problème, tu trouves une solution. Moi, les mecs, je suis impressionnée. Je vois des gens, tu vois, Anthony Bourbon avec Fit qui sort vraiment d'un milieu qui est Vous vraiment. avez écouté le podcast? Ouais, je l'ai écouté, puis je le connais, je l'ai rencontré personnellement. C'est un mec qui m'impressionne, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le mec, c'est pas une question de théorie. Il s'est retrouvé dans la merde, il a fallu trouver une solution. Et il a eu des soucis, il n'est pas dans un milieu facile, il faut trouver une solution. Et c'est pour ça que je pense que l'école devrait être faite différemment. On devrait poser des problèmes. Moi, en école de commerce, la première fois, on nous dit voilà, il y a l'entreprise Coca-Cola. En exemple, là, elle a une baisse de vente due à ça. Trouvez une solution pour appliquer quelque chose, trouvez-lui une nouvelle formule, trouvez-lui un produit. Et là, d'un coup, ton cerveau, il fonctionne différemment, en fait. Tu deviens malin, tu deviens débrouillard. C'est quand tu dois cacher ta mauvaise note à ta mère que tu trouves des solutions. Tu vois, dans des trucs. Non, mais c'est vrai, quand tu fais une bêtise et que tu peux pas le dire à ta mère parce que tu dis, je vais me faire engueuler, ton cerveau, il travaille beaucoup plus que quand tu dois juste réécrire un texte. Moi, je me rappelle, mais moi, c'était des problèmes à l'école. Mais nous, on faisait n'importe quoi. Enfin, j'ai des vrais problèmes de comportement. Ouais. Et je me disais à chaque fois, comment je sors de la situation, sachant que là, je suis au bout là, potentiellement, je peux me faire virer. Là, potentiellement, il peut m'arriver un problème. Il faut toujours trouver une solution. Et j'ai toujours trouvé, ça m'a beaucoup plus appris sur la vie. Et j'ai beaucoup plus réappliqué ça que mon cours d'histoire par cœur. Par contre, j'adore lire, j'adore apprendre, mais pas apprendre pour écrire. C'est déjà écrit. Ils n'ont pas besoin de moi pour que je le remette sur un papier. Ouais, moi, tu vois, j'ai appris Écologie, plein de choses. papier. À l'école, j'ai appris tellement de choses. J'étais vraiment enfin pas la meilleure élève. T'as aimé l'école, quoi. Ouais, moi, j'adorais l'école. Mais c'est franchement. Mais moi aussi, j'ai aimé l'école, mais pas pour l'école. Moi, pas du tout. Moi, j'ai aimé pour les fous rires, pour les rencontres. Moi, j'ai l'impression que ça m'a super rien concentrée Moi, et tout. je je t'imagine tellement Adolphe. J'ai plus 19 et demi.
Ah non, j'ai eu 19, trop la merde, je suis nulle. Comment j'ai perdu ce point? Comment j'ai... C'est vraiment, je m'en foutais. En fait, c'était juste que j'adorais apprendre. Mais ce qui est génial, mais il faut de tout. Il faut des gens qui font ça. Il faut quand même être scolaire pour aimer l'école. Il faut aimer, tu vois, moi être assise devant quelqu'un qui est là en mode qui me parle de trucs et je suis complètement du père, tu vois, je comprends rien. En fait, et j'ai l'impression que ça me nourrit pas. Je pense qu'il faut aimer ce que t'apprends aussi, c'est-à-dire que bien sûr, moi limite j'ai la personne en face de te donner envie d'aimer aussi. Ma sœur jumelle, elle était pas du tout scolaire primaire collège, et en fait au lycée elle s'est révélée parce qu'en fait au lycée là on te demandait plus d'apprendre par cœur, on te demandait de réfléchir par toi-même, et moi perso j'ai encore plus aimé mes études supérieures parce qu'en fait les études supérieures, quand tu choisis pas par dépit, en fait, t'apprends vraiment ce que t'as envie d'apprendre. Et aujourd'hui, t'as des écoles qui te proposent et du commerce, et de la data, et de la philo. Et en fait, moi, je me dis, mais ça, c'est aussi dommage, je trouve, de s'enfermer trop vite, de faire genre qu'une seule filière, parce qu'en fait c'est un âge en vrai entre 18 et 23 ans où c'est là où tu te rends compte de ce que t'aimes le plus, et c'est là où tu peux confronter la théorie à la pratique, quoi. Moi je sais que j'ai vachement aimé justement me dire ok, je continue à apprendre, mais en effet t'as des cas, t'as des exposés, t'as des trucs beaucoup plus concrets et qui rebattent les cartes, mais c'est au moment de choisir ses études supérieures que l'écart entre les femmes et les hommes commence à se creuser, notamment parce qu'il est plus difficile de se projeter dans des voies qui comptent encore aujourd'hui trop peu de femmes, comme la tech, les sciences ou l'entrepreneuriat. C'est pour cela que je suis très fière cette année de marrainer 3 bourses pour Albert School, l'école qui rassemble le meilleur des écoles de commerce et le meilleur des écoles d'ingénieurs pour former les leaders de demain. Les inscriptions sont ouvertes, que vous passiez le bac ou que vous soyez à la recherche d'un master. Vous pouvez déposer votre candidature pour leur campus à Marseille ou à Paris et ensuite être éligible à la bourse, en espérant que cette initiative permettra à encore plus de femmes de réussir. On parle beaucoup de la richesse des gens. Ah oui, mais enfin, lui, il est extrêmement riche, mais c'est plus simple. Ouais, mais il y a quand même un matin où il s'est levé, il l'a fait. Alors, on sait pas à quel moment ça a tourné, on sait pas machin, mais il l'a fait. Et peut-être que toi, là, t'es encore dans ton canapé en train d'écrire ce message et tu l'as pas fait. Donc fais, et après juge en fonction de si c'est plus simple ou non. Alors oui, il y a des choses qui facilitent, oui, les réseaux, oui, il y a des privilèges, bien oui, il y a des gens, évidemment. voilà. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est pas non plus. Il y a quand même une partie de méritocratie des mecs qui se sont déplacés, qui ont fait, et qu'on démérite ça, c'est chiant pour ceux qui bossent, quoi. Et puis il y a un truc important aussi à souligner que j'ai beaucoup remarqué. C'était il y a 2 ans en été. J'étais à Toulouse et j'ai rencontré plein de femmes qui étaient très bien placées dans des entreprises, qui avaient des gros jobs et tout vraiment. Et quand je leur demandais bon, tu fais quoi dans la vie, elles avaient du mal à le dire parce que elles me disaient que tous les gens disaient ouais mais arrête de te la péter, genre, ou genre ouais moi je suis chef d'entreprise, je gère 50 personnes, tu vois. Et les gens disent non mais c'est bon meuf, tranquille. Alors qu'un mec qui dit ça, tout le monde oh waouh. Tu vois, je suis exactement dans ce truc-là. Voilà. Moi, j'arrive pas à me mettre en avant parce que justement, j'arrive pas à trouver la bonne balance pour dire ok, j'ai fait ça aujourd'hui, je gagne tant. Et tu sais, les gens ils font tranquille. Et toi t'es en mode bah non, c'est un fait en fait. Je suis quelqu'un, j'ai bossé comme une ouf et je suis arrivée là et maintenant je dead ça. Mais il y a eu tellement de choses derrière, tu vois. Et beaucoup de femmes aujourd'hui, j'en ai fait un TikTok d'ailleurs, mentent sur leur métier ou se rabaissent elles-mêmes pour ne pas recevoir de jugement en tant que arrête de la péter, reste à ta place, tu vois. Mais ça pour moi c'est très lié à un sujet que je voulais aborder qui est la performance de la féminité. C'est que en fait, vous savez, il y a un peu des valeurs qui sont associées à la féminité et à la masculinité. Et donc dans la féminité, il y a l'humilité. Donc je pense que c'est vraiment ça qui fait que même quand une femme va dire qu'elle est belle, ça peut déranger parce qu'il y a un côté où on a intériorisé le fait qu'on est toujours censé être dans la modestie. C'est ça qui est féminin. Et ça, moi, Diane, je voulais t'en parler parce que tu le disais, t'as commencé, enfin, en tout cas, ton ascension a commencé avec Miss France, qui est un concours de beauté et qui donc récompense une des valeurs propres à la performance de la féminité, qui est la beauté. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au final, quand on veut réussir, quand on est une femme, il ne faut pas jouer avec les règles du patriarcat pour se faire une place. Ah, je suis pas forcément d'accord. Sur certains points, si, quand même. Alors oui, moi, ma vie, elle a basculé sur un concours de beauté, mais après, encore une fois, moi, je trouve, on appelle ça un concours de beauté, mais je suis pas sûre que ce soit encore le bon terme aujourd'hui associé. C'est-à-dire que moi, mon vrai rôle, c'était pas d'être jolie. En vrai, limite, on s'en fout. Non, bon, voilà, l'écharpe, elle est sur toi, que tu sois belle ou non. De toute façon, t'es toujours belle pour quelqu'un, moi, je pour quelqu'un d'autre. Je l'ai vu 1000 fois en message. Ah, mais elle est pas belle, elle est machin. Bon, bah, ok, enfin, qu'importe. Par contre, le vrai rôle, ça a été d'être un exemple pour les jeunes, ça a été d'être me déplacer en région, ce que très peu font aujourd'hui. C'est une réalité en personnalité. Moi, je vois bien quand j'allais dans des toutes petites régions, des toutes petites villes, les gens disaient mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un de connu, tu vois.
Et donc, du coup, c'est vrai que ces gens-là, pour eux, c'était un vrai exemple. Et donc, c'était ça qui était mis en avant. Je suis pas sûre que la beauté ait eu un impact là-dedans. Et j'ai même eu l'impression que plus je m'en suis dégagée de l'aspect beauté, plus j'ai réussi à que les gens comprennent qui je suis et à créer un attachement. Je sais pas trop comment expliquer. Tu humanisais, en fait. Tu t'es juste humanisé. C'est-à-dire qu'il y avait un côté tellement perfection. Au-delà de Miss France, je parle des réseaux sociaux en général, où maintenant il n'y a que du parfait, du retouché, etc. Enfin bon, ça on le sait. Mais le fait de m'être dégagée de ça, moi je me suis montrée plein de fois démaquillée, sans filtre, etc. Je passe ma journée comme ça, je m'en fiche. D'ailleurs, je suis plus souvent démaquillée que maquillée. Les gens d'un coup ont eu un autre aspect de moi, où au début, ils parlaient justement de la confiance en soi, où tout le monde me disait t'es trop à l'aise, t'as trop confiance en toi, parce que j'arrivais sur les plateaux télé. Le lendemain de Miss France, et on me posait des questions, j'étais assez à l'aise, mais parce que j'ai 25 ans, que j'ai étudié à l'étranger, et que même d'ailleurs j'ai pas à m'expliquer. Ouais, c'est que je suis bavarde, je suis bavarde et ça fait que. Désolée, voilà. J'ai confiance et en je recevais moi. plein de gens en disant, mais elle a trop confiance en elle, elle a un but d'elle-même, elle est parisienne. Je disais, mais waouh! À l'inverse, j'aurais bégayé ou quoi que ce soit, on m'aurait dit, à 25 ans, tu bégayes. Ouais, Donc c'est vrai que moi je l'ai hyper mal vécu en disant, quel est le juste milieu là-dedans? Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'on attendait de toi que tu ne sois qu'un physique? Et bien du coup, à sûr partir que du moment si. où t'as ouvert la bouche, Alors non, je sais pas ça a dérangé, tu vois. Non, alors, justement, parce que moi, là-dedans, nous, on travaille beaucoup là-dessus, en disant, on n'est pas qu'un physique, vraiment. Tu vois, moi, je fais de la radio. C'était ça, d'ailleurs, j'ai adoré quand on m'a proposé de faire de la radio, parce que je me suis dit, c'est incroyable, je suis encore en titre, et je suis élue pour ma beauté, on me propose un média, on me voit pas. Et j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit, on aurait pu me proposer une émission télé, on aurait pu me proposer de faire du cinéma. On m'a appelé, on m'a dit, on veut ta voix pour faire de la radio. Et je me suis dit, il faut absolument que tu acceptes, parce que c'est une réponse aux gens qui disent qu'on n'est qu'un physique. C'est que là, on est venu me chercher pour ma parole et pas à ce à quoi je ressemble. Et ça, c'était un vrai bonheur. J'aime beaucoup cette phrase. Je me suis dit, ils ont dit, elle, on s'en fout de la voir, mais ce qu'elle dit, ça peut être impactant. Et ça m'a vraiment plu. Alors oui, la beauté, elle ouvre des portes. Mais on va pas se mentir, on le sait. Voilà, quand t'es jolie, oui, bah peut-être que tu vas avoir... C'est le beauty privilège. Ouais, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, une nana qui arrive autour d'une table et qui a plus de choses à raconter, qui a plus d'expérience, elle va éteindre celle qui est belle. Elle l'éteint. Moi, je vois bien, je suis à des tours de table parfois. T'as des filles qui sont là, tu sens qu'elles osent pas parler. Et je pense pas qu'elles aient rien à dire, c'est qu'elles osent pas prendre la parole. Parce qu'elles se disent que c'est peut-être pas leur rôle à ce moment-là, parce qu'il y a que des mecs autour de la table. Oui, puis chaque personnalité est différente et propre à soi-même, tu vois. Exactement. Et du coup, tu sens bien qu'il y a un intérêt qui se perd et qu'un client, etc., il va peut-être plus aller vers une nana quand même qui a de la discussion parce qu'il sait qu'aujourd'hui, juste une belle pub, ça marche pas. Tu vois? Oui. Et t'as plein de filles qui, sans leur physique, sont allées très loin. Tu vois, ce matin, c'est marrant parce qu'on avait un truc, on se rappelle à l'époque de American Got Talent, là, Suzanne Boyle, ça avait fait un espèce de scandale parce que la nana, on la voit arriver, elle prend la parole et personne s'attend à qu'elle chante comme ça. Pourtant, on n'a jamais dit qu'il fallait être belle pour savoir chanter, tu vois. Et qu'en plus, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de beauté, c'était vraiment pas sympa, d'ailleurs, tout le truc qu'il y a autour de ça, parce que la pauvre, je sais pas si elle avait envie d'être dénigrée de la sorte, mais enfin, qu'importe, c'est vrai qu'elle a été statuée par rapport à ça, et pourtant, elle a cartonné. En fait, non, mais j'ai l'impression que quand tu dis les femmes peuvent réussir pour des raisons qui n'ont rien à voir avec leur physique, en fait, j'ai l'impression que si tu regardes les plus grandes célébrités féminines du monde par rapport aux célébrités masculines, c'est quand même généralement lié de près ou de loin à ce à quoi elles ressemblent. Oui, mais il faut faire attention. Ouais, mais parce est-ce que le make-up, la télé, le truc, ça joue aussi le changement, mais est-ce que de base, quand elle est arrivée, c'est parce qu'elle était jolie? Je suis pas sûre. T'as quand même des gens qui sont là au talent, quoi. Bah en fait, c'était carrément l'époque des Victoria's Secret Angels. C'est vrai que époque qui est révolue. Donc... Ouais, mais tu vois, moi, j'ai fait une vidéo sur Victoria's Secret et je disais dedans, mais ma grande sœur, elle était fan d'Adriana Lima. Tu vois, genre, Pauline, elle était fan. Genre, c'était son modèle dans la vie. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Bah rien. Oui. Mais en fait, juste, je sais pas, tu l'admirais pour sa beauté. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de critiquer non plus ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est plutôt l'inégalité qui existe dans la considération de la beauté et dans l'importance que ça a dans la vie professionnelle pour une femme versus pour un homme. Un homme, en vrai, il sera jamais jugé à son physique. Ça lui fermera jamais de porte, ça lui ouvrira, je pense, pas forcément des portes. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Justine, dans le milieu de l'entrepreneuriat, si tu vois quand même cette différence-là. Bah moi je vois que je suis pas du tout considérée en tant... Enfin, je me retrouve souvent à pas des séminaires, mais plus des networking ou des soirées, etc. Et je sais que je suis pas considérée, enfin on en parlait tout à l'heure, je suis pas considérée pour moi entreprendre. C'est limite si on va même pas me parler. Je suis soit l'accompagnatrice, soit on sait pas vraiment ce que je fais là. Et quand on va me parler, et ça me fait rire, mais des fois on va me dire... je vais dire, bah oui, je suis entrepreneuse, je fais ça et ça. Et par exemple, une fois j'ai dit, bah je vends une formation. Enfin, j'ai ma formation. Il me dit, ah ok, du coup t'es closeuse. Et je dis, non, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai mon équipe, etc. Ou alors on va me dire, bah ça marche bien ton petit business, ça va? Je suis en mode, bah oui, ça marche très bien. Et c'est vrai que je vois vraiment qu'il y a un écart entre... Enfin après,
quand on parle entrepreneuriat, business, c'est forcément un univers très masculin. Et je pense qu'on ne s'attend pas à ce qu'une femme soit là. Ouais, et moi, ce qui m'a interpellée, je voulais t'en parler, ça, dans ton contenu, c'est à l'inverse de Yann. Toi, tu as évolué du coup dans un milieu très masculin. Et donc, oui, moi, je pense à des Théo Lyon, des Yomi Denzel, etc., donc, qui sont jeunes, qui ont ton âge et qui réussissent très bien. Tu vois, j'ai fait podcast avec Yomi. Ouais. Juste après, j'ai buzzé, entre guillemets, sur LinkedIn. Et on disait, c'est grâce à Yomi. C'est fou. Alors que, en fait, moi, ma cible, mon audience, ma communauté, elle est totalement différente de celle de Yomi au final. Et vraiment, on me disait ça. Puis ça, c'est pas Yomi qui t'a écrit ton texte. Ouais, mais donc toi qui évolues dans ce milieu-là, est-ce que tu as l'impression qu'il faut reprendre les codes de la masculinité pour réussir? Parce que moi, je t'avoue que donc je te suis depuis longtemps sur les réseaux, je vois un peu passer ce que font d'autres entrepreneurs hommes, même si je les suis pas de près, et j'ai l'impression de reconnaître des codes. Et du coup, je me suis demandé, tu vois, est-ce que c'est parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a que ça qui existe aujourd'hui, que des mecs qui sont entrepreneurs, donc on est obligé de se baser là-dessus pour pouvoir créer son contenu, ou est-ce qu'il y a une réalité qui est que on doit, tu vois, des mecs, je trouve, ils sont vraiment très dans vendre du rêve, vendre des chiffres. Tu vois, est-ce que toi, tu t'es posé la question de faire ou non les choses différemment que ce qui avait été fait jusqu'à présent, en effet, dans un univers où c'était que des mecs, quoi? Ouais, c'est vrai que je m'en suis vite rendu compte parce que moi, mon audience, elle est totalement différente. En gros, moi, je suis entourée de mecs qui vont dire, bah ouais, tu as gagné 10K par mois, les voitures de luxe, entourée de nanas, etc. L'enfer, ça. Ouais. Mais c'est ça qui vend, c'est ça le pire, hein. C'est ça qui donne envie. Et moi, salut, jeune entrepreneur. Le pire, c'est les mecs autour de moi, c'est vraiment ça leur goal, c'est d'avoir les voitures de luxe et d'être entourée de nanas. Et je suis en mode, bah non, enfin, c'est pas ça la réalité. Et c'est vrai que j'ai été un peu confrontée à ça où je me suis dit, bah, non, moi, c'est pas ça que je vais vendre. Enfin, de toute manière, c'est pas ce que moi je veux, c'est pas pour ça que j'entreprends. Et c'est pas dans ça que les filles vont se reconnaître. C'est vrai que j'ai un peu, pas réinventé un peu tout, mais je me suis dit, bah, moi, ce qui me fait kiffer, c'est de pouvoir voyager, c'est de pouvoir être libre. Et je pense que c'est ça que tu vois aussi dans mon contenu aujourd'hui. Et c'est vrai que au début, tu vois, j'avais l'impression d'être enfin pas un homme, mais d'être très masculine. Parce que forcément, quand t'entreprends, quand tu dois manager, quand tu dois leader des équipes et tout, bah, j'avais l'impression d'avoir un gros côté masculin. Et pendant longtemps, j'en avais honte. C'est faux de lier le fait d'être leaduse à que ce soit masculin. Alors que non, enfin, on est la femme est l'impression aussi. d'être, tu sais, en mode tout. Enfin, Et donc, toi, être ça, c'est être homme, c'est ça. Mais en fait, c'est un peu la théorie du yin et du yang. Ouais. Qui, en effet, mais en fait, le problème, c'est qu'on la prend pour argent comptant, alors que c'est pas une vérité. Le yin et le yang, c'est une croyance. Mais il y a ce truc, vous savez, l'énergie yin. Et d'ailleurs, pas mal de femmes, au contraire, revendiquent le fait qu'il faut avoir une énergie très yin, donc très féminine, très douce, très créative. Et de l'autre côté, t'as le yang, qui est très masculin, qui est fonceur, qui est dans l'action. Mais ça, aujourd'hui, ça n'existe plus pour moi. Ah, je te jure, il y a un regain. Ah non. Oui, je sais, mais non. De personnes qui revendiquent ça comme si... En fait, je pense que dans une société où il y a de plus en plus d'incertitudes, où c'est difficile de trouver sa place, en fait, ça rassure les gens de eux-mêmes se rattacher à une forme de dichotomie, tu vois. Mais je me disais, je comprends pas, je suis ultra masculine, mais j'ai envie d'être féminine. Comment je fais pour être plus féminine? Ouais, mais en fait, je pense qu'il faut arrêter de se poser autant de questions sur ce genre de sujet et qu'il faut juste faire les choses parce que tu as envie de les faire et ne pas te dire que ouais, voilà, t'as fait des tafs où t'es en train de diriger plein de personnes, voilà, t'as des responsabilités de ouf et tout, et te dire j'ai l'impression d'être dans un matrix où c'est très masculin, où c'est très genre, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, je pense que chaque humain en fait a sa part de ça et ça n'a rien à voir avec un genre en fait. Il faut arrêter de tout lier avec le genre aussi, tu vois. Je pense que les gens se sont matrixés à lier les choses qu'on fait, les métiers, la façon d'être, la façon de diriger en un genre. Mais bien sûr, mais ça n'a aucun sens. C'est aussi ce qui, je pense que pour beaucoup c'est confortable. Alors je voulais vous poser la question plus tard, mais parlons-en maintenant. Tu vois, dans le couple, il y a beaucoup d'hommes encore qui n'arrivent pas à être une femme. Dans les couples hétéros, tu as tout à fait raison de le préciser. Il y a encore beaucoup d'hommes qui ont du mal à avoir une femme qui ne représente pas la féminité, parce que
eux, ça les rassure, ça les valorise dans leur virilité que de gagner plus, que d'être admirés. Et si jamais ils ont une femme qui prend trop de place, trop de lumière, etc., ils se sentent un peu menacés, on va dire. Tu vois. Mais ça, c'est... Et ça, malheureusement, tu vois, tant qu'il y aura ça, comment tu veux que, si on prend l'exemple de Justine, comment tu veux que Justine soit à l'aise avec le fait d'être une leaduse, d'être à l'aise avec son énergie yang, tu vois, parce que mine de rien... Ça va être un gros problème. En fait, j'ai été célibataire pendant longtemps et je me disais, mais comment je vais trouver un mec qui va justement pouvoir être assez masculin pour du coup... Enfin bon, je sais que... Mais non, t'inquiète. Non, mais t'as le droit de pas être d'accord en plus. Qu'il soit assez masculin pour que moi je revienne un peu dans ma féminité, parce que je m'en suis rendu compte de mes ex, c'est vrai que souvent ils avaient une grosse part de féminité qui moi me dérangeait limite même. Mais je pense que c'était moi qui étais trop peut-être être entreprenante et à faire tous ces trucs un petit peu masculins. Et au final, c'est vrai que aujourd'hui j'ai un copain et je suis très contente parce qu'il entreprend aussi et justement il me pousse. Et ça, c'est un truc, mon ex, il me disait non, t'es pas une entrepreneuse, tu vas jamais réussir. Et justement, il me mettait vers le bas. Ouais, de ouf, tout le temps. Mais à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu restais avec lui? Ouais, non, mais ça s'est fini là, c'est bon, heureusement. Mais aujourd'hui, j'ai de la chance, j'ai vraiment mon copain qui me pousse. On a ce même. En fait, on est tous les deux motivés par la croissance, que ce soit personnellement, donc développement personnel, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et du coup, on s'entraide et on se tire tout le temps vers le haut. Et je sais que dernièrement, on a eu des petites discussions parce qu'à certains moments, je prenais trop de place. Et j'allais lui dire, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Et en fait, il me disait, non, tu peux pas me parler comme ça. Faut le reformuler un peu moins. Et c'est vrai que je me disais, ok, il y a plein de petits trucs sur lesquels on essaie de travailler parce que je prenais trop de place. Mais ça, c'est plus caractère que pour le coup masculin. C'est que t'as un fort caractère qui t'impose plus que... Et parce que tu as peut-être ce truc-là, déjà parce que t'es leaduse dans l'âme, c'est son truc. Donc pas leader, mais leaduse. Et je pense que t'as ce truc-là de dire, tu es tellement sûre de ce que tu fais, sûrement, parce que tu le connais maintenant par cœur, ton métier, que tu guides. Quand tu sens que ça va pas, Louise, elle est un peu pareille. C'est-à-dire que elle est... Là, je prends mon grade. Mais non, mais c'est vrai, t'es comme ça, toi. C'est-à-dire que Louise, quand elle sait, elle a du mal à laisser la personne faire l'erreur sous ses yeux. C'est-à-dire qu'elle a besoin de dire, non, on perd pas de temps. Tu vois, et ça, je pense que c'est un caractère qui n'a rien à voir avec du masculin-féminin. Mais c'est vrai. C'est comment ta personnalité. C'est une personnalité. C'est quand même, mais c'est juste qu'on a lié ça au yang, tu vois, si tu regardes un peu les théories, mais je suis d'accord qu'elles sont obsolètes, hein, mais je te dis juste qu'aujourd'hui, moi, je me questionne sur pourquoi ça prend de plus en plus de place, et tu vois, moi, par exemple, je suis ok d'être avec des mecs qui sont plus féminins, plus yin, entre guillemets. Et donc, à un moment, moi aussi, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais du coup, je me disais, ah non, mais j'aimerais que Jules, quand même, prenne plus d'initiative, organise les week-ends, me surprenne plus, etc. Et en fait, quand il l'a fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait comme je voulais, et qu'en fait, je préférais carrément le faire. Mais parce que la société m'avait mis dans la tête qu'il fallait un homme entreprenant, un homme qui prenne les devants, un homme qui te surprenne. Moi j'ai pas du tout senti ça, moi. Enfin, je me suis jamais dit que il fallait que j'ai un homme qui soit hyper entreprenant et tout, parce que justement, moi, c'est l'inverse complètement, en fait. Moi, j'ai toujours voulu leader ma propre vie et être totalement acteur de ma propre vie, tu vois. Mon conjoint, mon fiancé le dit très bien. En fait, c'est comme si notre vie était un film. On est l'acteur principal de notre film, en fait. C'est à toi de gérer ta vie. Et moi, je sais que je me suis jamais posé la question de me dire putain, ça veut dire qu'il faut que je trouve un mec ou une meuf qui soit plus, tu vois, qui me tienne et tout. Moi, je pense que j'étais beaucoup trop indépendante depuis toute petite pour qu'on me dise ce que je dois faire ou que... Après, moi, j'adore quand les gens ils font des trucs genre pour moi ou pour m'aider. Moi, je suis quelqu'un qui... voilà, comme toi, t'aimes bien faire les choses toi-même et que ça soit carré. Moi, en vrai, je suis très... je suis une libellule, tu vois, je suis là comme ça. Mais je pense que on a eu chacun, en fait, un exemple qui a fait qu'on est comme ça. Mais je pense pas qu'on peut tout lier par rapport au fait que, oui, c'est la société qui a fait que, du coup, on pense que les hommes, ils doivent être comme ça et les femmes doivent être comme ça. Il y a forcément un bout de la société parce que c'est obligatoire avec tous les films. C'est trop con, hein, mais avec les films, bien sûr, les séries, les livres... parce que tu t'identifies forcément, parce que tu vois ça. Mais je pense qu'il faut pas faire tout le temps le lien et que la femme et l'homme
dans tous les cas, mais beaucoup la femme, justement, se prend beaucoup la tête sur la comparaison entre l'homme et la femme, surtout dans le couple, du coup, vu qu'on parle du couple, de se dire, putain, si je gagne plus que mon mec, peut-être qu'il va dire ça, alors qu'en fait, pas du tout, si ça se trouve. Je pense que c'est juste une discussion à avoir. Moi, je sais que moi, en tout cas, dans ma vie de couple, mon fiancé, là, lui, il veut être père au foyer, il veut s'occuper de la maison, nous, on veut être en autosuffisance, on aimerait bien, donc tu vas faire des potagers. Lui, il s'occupe de tous les trucs que je veux pas du tout m'en occuper, lui, il fait à manger, il fait tous les trucs que je déteste faire, et moi, à l'inverse, je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir gagner l'argent et lui dire, ok, je gagne de l'argent pour nous deux, toi, tu peux te mettre bien, t'occuper de la maison et tout. Moi, j'arrive, je bosse, je pose mes ovaires sur la table et je travaille, tu vois. Et moi, c'est ça que je veux comme vie, que j'aimerais, et si mon conjoint, lui, n'est pas ok avec ça, c'est pas quelqu'un qui est fait pour moi, point. C'est pas parce que c'est un mec, tu vois, c'est juste pas quelqu'un qui est fait pour moi. Alors que là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce truc de, ça match de ouf. Lui m'a dit, s'il te plaît, genre mon rêve, moi je suis là, je fais ma vie, tu gagnes assez d'argent pour nous deux, c'est parfait, tu vois. Et on est dans cette optique-là, et on continue à donc dans cette optique-là, tu vois. Alors, t'as réussi à trouver ton schéma. Moi, du coup, je suis la team célibataire de cette table, et c'est beaucoup plus dur. Tu vois, moi, j'ai un vrai souci de rapport dans les relations dans les hommes que je rencontre, etc. Où, le statut fait peur. C'est-à-dire qu'il y a le côté Miss France, il y a le côté... elle doit être désirée, t'as beau essayer de faire comprendre que... Moi, je me fais quasiment pas draguer, mais vraiment, tout le monde a l'impression que mes DM, c'est des messages drague tous les jours. Je pense que je dois être la nana qui reçoit le moins de DM de drague. Et on a associé ça à un fort caractère. Et je me dis, putain, c'est dingue. Aujourd'hui, on met vachement en avant, on voit partout les gens qui disent girl boss, on est fiers, machin. Même les mecs qui disent, moi je suis tellement fière de ma mère, c'est une bosseuse. Et pour autant, quand tu l'as face à toi, tu ne veux pas ce même schéma. Moi, plusieurs fois, j'ai rencontré des garçons qui m'ont dit, en fait, soit tu travailles trop, ce que je conçois, moi j'ai des horaires qui sont à pas d'heure. Bon, ça c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vie privée en ce moment, mais tu vois, le jour où ça va se réduire. Ou alors c'était, tu gagnes quand même beaucoup d'argent, je sais pas, ça me dérangerait que tu gagnes plus que moi, donc on revient sur ce qu'on disait, ou en fait ça prend trop de place, tu vois, on te voit dans la rue, on te reconnaît, t'as un métier qui est d'image, tu dois te prendre en photo, enfin très cliché sur les réseaux sociaux, genre faut tout le temps que je te prenne en photo, c'est pas mon délire. Bah non, en fait, je me gère, il y a une équipe derrière moi, je suis pas toute seule, puis je te l'impose pas, enfin moi ça m'arrange limite que je sois dans l'ombre, tu vois, j'ai pas envie d'avoir une vie qui soit tout le temps mise en avant, tu vois, je suis pas du tout à la recherche de quelqu'un de connu, si ça tombe dessus, ok, mais enfin... Dans l'idée, je préfère quelqu'un qui ne soit pas. Est-ce qu'il faudrait pas quelqu'un de connu pour qu'il comprenne aussi ça et qu'il y ait moins de préjugés? Pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas un critère, quoi. J'ai pas envie de me dire, il faut absolument que je prenne quelqu'un de connu pour qu'il comprenne. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir un métier qui est hors norme ou qui est. C'est un métier, voilà, et qui est divers d'ailleurs, parce que je sais pas, j'en fais pas qu'un. Et c'est vrai que c'est un frein au quotidien d'avoir ce rapport de force-là, ou même qu'on catégorise que du coup, je suis une femme de très fort caractère. Parce que je fais ça, alors que... Bon, après, tu es très fort caractère. Oui, j'ai un très fort caractère. J'ai un très fort caractère. Ouais, j'ai un très très fort caractère. Mais je me divise vachement entre le perso et le pro, je trouve. C'est-à-dire que par exemple, dans le pro, je vais être hyper carré, etc. Alors par exemple, dans le perso, je suis hyper désorganisée. Genre vraiment, c'est très compliqué pour moi d'avoir une organisation précise, les vacances, les trucs, moi je suis pas capable de faire. Il me faut quelqu'un pour le faire à ma place. Moi c'est pareil. Par contre, dans le pro, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à dire, il faut que je contrôle tout ce qui se passe, parce que j'ai peur du manque de sécurité financière. Enfin, tu vois, je suis toujours à l'instinct de vouloir regarder ce qui se passe. Et c'est vrai que dans le perso, ça me bloque, parce qu'il y a un truc de dire. Rapport à la beauté, déjà, bon, forcément. Et aussi, l'envers du décor, c'est aussi moi qui ai du mal, parce que parfois, femme trop fait. Je sens, le mec me parle trop de Miss France, je sens qu'il dit ah bah t'as vu, je mange avec Miss France ce soir à ma table. Moi, tu me dis cette phrase, c'est fini. Un enfer. Mais tu me dis cette phrase, c'est fini. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que moi là, ce que j'analyse de ta vie, parce que encore une fois, on se connaissait avant, t'as jamais eu de mal pour trouver des mecs avant d'être Miss, et donc ta réussite a quand même eu une conséquence négative sur ta vie amoureuse. Alors attention, j'ai pas dit que je trouvais pas de mec non plus. Hein. Mais je trouve pas le choix. Ouais, c'est un choix aussi je veux dire, c'est devenu un choix d'avoir ta vie, d'être à donf, d'être à 100% et de décider que voilà, t'as ça à faire. Tu fais le choix, toi, de mettre un peu ta vie perso, amoureuse, sexuelle de côté. Exactement. Parce que t'as envie de te focus sur ta carrière, sur ta vie. Et ce qui était l'opposé de qui j'étais avant d'ailleurs. C'est pas forcément parce que t'étais Miss France aussi. Peut-être, forcément, ça joue comme tu le dis parce que tu le vis. Oui, mais il y a beaucoup ce côté que, c'est un choix perso, bien sûr. C'est ton choix. Parce que, en vrai, on le dit, la vérité, si t'as envie de pécho, tu pécho qui tu veux. Non, oui, il y a une différence. Comme nous toutes. Non, mais je veux dire comme nous toutes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai appelé Patrick Dempsey, il a refusé. Tu vois ce que je veux dire? Oh my god, mais tu vois, il y a ce truc où tu peux quand même, genre, si vraiment t'en as envie, si t'as envie de coucher avec quelqu'un, tu vas faire créer une relation. On parle de créer une relation. Oui, ouais. C'est là où c'est pas un rapport plus dur. Moi, c'est plus dur parce qu'elle est plus menaçante. Voilà. Et aussi,
Je pense que j'ai extrêmement changé. Moi, avant, j'étais quelqu'un, je me mets dans une relation, j'ai plus de vie. Enfin, mon couple est ma priorité sur Terre. Et j'ai appris à me dégager de ça. Et en fait, tu peux pas vivre comme ça. Et il y a la relation la plus importante, c'est celle que tu as avec toi-même. Et d'ailleurs, j'en parle tout le temps sur les réseaux parce que je reçois un nombre de messages en disant ouais, j'ai pas de chérie, est-ce que c'est normal? J'ai jamais embrassé, est-ce que c'est normal? En fait, je sais pas qu'est-ce qui dans la société a prouvé qu'il fallait absolument être en couple. Mais oui, c'est pas grave d'être. Enfin, c'est même pas, c'est pas grave. C'est très bien d'être seul aussi. Et puis déjà, il faut apprendre à se supporter. Tant mieux, mais t'es tout seul en voiture, tu nais seul, tu meurs seul. T'es MTC quand on était au lycée et que moi j'étais team célib jusqu'à mes 20 ans. Ouais, c'est vrai. Tu vois, la pression était que j'en venais à vraiment m'inventer des vies en rentrant de vacances en mode ah oui, j'ai pécho machin. Pas du tout. Parce que sinon, on te faisait sentir. Et à l'inverse, si tu pécho 1000 personnes, on te faisait sentir comme une salope. Ah mais bien sûr. T'as ressenti ça toi? Complètement. Surtout que moi, j'ai jamais eu de problème à dire que j'avais des relations sexuelles, même très jeune, parce que voilà, en fait, je suis la même personne que quand j'avais 15 ans, 16 ans, tu vois. Je pense la même chose, je dis la même chose. Ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en soirée et de dire putain, cette semaine, je me suis tapé 4 mecs là, je me suis refaite. Et puis là, t'as tout le monde qui a une seconde de quoi, mais elle est malade ou quoi, genre alors que t'as un mec une heure après qui vient en disant putain les merdes, j'ai pêché 7 meufs ce week-end et tout dinguerie, tout le monde fait oh là là mais t'es un ouf et t'es trop fort et tout. Il y a toujours eu ça avec moi, il y a toujours eu t'es une grosse salope parce que tu couches avec plein de gens et que tu l'assumes en plus, tu vois. Il y a ce truc aussi où genre ouais, t'assumes d'être une grosse salope, tu vois. Et t'as le mec à côté qui justement lui est un roi et le roi du monde parce qu'il a pêché toutes les meufs et t'as ce truc là depuis toujours comme ça, par contre c'est dur en ça, je suis d'accord. Il y a vraiment eu ce truc où toutes les femmes qui avaient une sexualité libérée étaient des putes et celles qui n'avaient pas du tout de sexualité, qui juste avaient pas envie, c'était des meufs coincées du cul qui allaient finir vieilles filles avec des chats. C'est ça qu'on dit aux femmes aujourd'hui, et encore aujourd'hui en 2023, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de meufs qui me disent putain, j'ai 22 ans, j'ai toujours pas fait l'amour, est-ce que c'est grave? Je me masturbe pas, je sais pas s'il y a une date limite. Ils sont vraiment sur un truc de est-ce qu'il y a une deadline, comme avoir un bébé, comme tous ces sentiments-là qu'on nous fout la pression, parce qu'aujourd'hui la femme, la première pression c'est avoir quelqu'un dans ta vie, avoir un homme souvent, parce qu'on te dit tout de suite avoir un homme dans ta vie, te marier, avoir des enfants, et puis bien t'occuper de tes enfants et rester droit dans tes baskets, tu vois. Alors que ça, aujourd'hui, je suis désolée, mais ça n'existe plus. En fait, il y a plus ce truc où il y a une tonne de femmes qui ont décidé qu'elles ne voulaient pas d'enfants, et c'est comme ça, et arrêtez de dire aux meufs, mais tu verras, quand tu raconteras à quelqu'un, ça va changer. Non, à un moment donné, on te dit, je veux pas d'enfants, je veux pas d'enfants. C'est quelque chose et c'est une pression sociale qui est constante chez la femme aujourd'hui, surtout encore plus chez la femme entrepreneuse. Moi, tu vois, j'en fais partie. Tout le monde me demande alors. C'est quand? C'est pour quand? Tu vas avoir des enfants? Surtout depuis que j'ai un copain et je suis en mode, mais en fait, c'est une pression horrible. Non plus, ton bébé, c'est ton entreprise pour l'instant, il est très bien là-dedans. C'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, moi, j'ai un sens à ma vie aujourd'hui et c'est en fait, c'est mon bébé, c'est mon entreprise et c'est pas d'avoir un enfant. Et après, je me suis même posé la question où je me suis dit, si aujourd'hui j'ai un enfant, est-ce que ça veut dire que j'arrête mon business? Enfin... Et toi, Libé, on n'en a pas parlé, mais t'étais dans un milieu aussi qui dérange énormément pour une femme, parce que, comme tu l'as très bien dit, on n'aime pas quand les femmes sont à l'aise dans leur sexualité. Ça a été quoi ton expérience dans ce milieu-là? Pourquoi t'as arrêté? Moi, en vrai, j'ai toujours été très à l'aise sexuellement, à en parler à tout le monde. Tous mes amis très proches vous le diront, j'ai toujours été la meuf qui parle tout le temps de sexualité, qui est hyper intéressée par les sensations, le sexe en général. Et quand j'ai commencé à être travailleuse du sexe, donc j'ai commencé en tant que cam girl. Et en fait, quand j'en ai parlé sur les réseaux, j'en ai parlé vraiment en mode, tu sais, comme la boulangère, tu vois. Je dis, oh, putain, aujourd'hui, j'ai fait 2 cams, j'ai découvert plein de nouveaux fantasmes et tout. Et il y a eu un espèce de truc de, mais elle est folle de parler de ça. Elle est folle d'assumer ça. Elle a pas peur, tu vois. Elle a pas peur de se faire violer, elle a pas peur de se faire attaquer, elle a pas peur de se faire tabasser, tu vois. Parce que bien évidemment, avec tout ça, menaces de mort, de viol, tout ce que tu veux, à l'appel. Mais genre, je les ramassais comme ça, les menaces, tu vois, les premiers jours. Comment tu l'expliques, cette violence envers une personne qui a juste choisi de vivre de sexe? En fait, moi, j'en ai conclu que déjà, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, et que 80% des menaces, même je dirais même 95% des menaces, c'était que des hommes. Il y a eu quelques meufs, bien évidemment, parce que tu connais la compétition des meufs. Et malheureusement, les meufs, leur critique, c'est plus parce qu'elles se sentent mal elles-mêmes dans leur corps et dans leur vie. Et du coup, elles ont envie de se sentir bien et de se sentir à l'aise, mais elles n'y arrivent pas. Du coup, elles en veulent aux meufs qui y arrivent. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Les mecs, c'est plus...
oh mon Dieu, une meuf qui assume et qui du coup donne aux autres envie d'assumer, on va galérer à trouver quelqu'un, ou toutes les meufs vont devenir des putes et des salopes à cause de Libellule parce que elle fait en sorte que les meufs se sentent bien. Et j'ai vraiment eu des mecs qui m'ont envoyé des messages en mode ouais, à cause de toi, ma meuf elle croit qu'elle peut tout faire, elle croit qu'elle peut laisser ses poils pousser alors que ça me dégoûte, vraiment ferme ta gueule, moi si je te retrouve je te défonce pour plus que tu puisses parler. Mais des trucs comme ça, hein. Et des tonnes de messages de mecs qui donc, disaient ils partaient du principe que le corps de leur copine leur appartenait. Et du coup elle disait ouais, à cause de toi, elle croit que c'est bon, elle fait ce qu'elle veut, que quand elle a pas envie de coucher avec moi elle me dit non. Mais des trucs mais de fou, malade. Et je me suis dit ok, il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Et je suis devenue créatrice de contenu sur la sexualité, tu vois. Et parler des poils, parce que je sais que mes poils sous les bras, c'est le truc qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux. J'étais une des premières meufs à montrer vraiment en mode, ben c'est ok, genre on a des poils. Et il y a eu, c'est pas une blague, plus de 15 000 vidéos duo avec une vidéo où on voit juste que j'ai des poils. Je le montre pas, je le dis pas, juste on voit 15 000 vidéos de gens avec des rasoirs, comme ça. Qui, tu sais, ils font un duo et puis ils montrent t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Et ça a fait tellement tourner que c'est là où j'ai percé, où du coup il y a une visibilité de fou parce que du coup on parlait que de la meuf qui avait des poils sur les bras. Et c'était wham. Et j'ai fait oh my god, tu sais, je regardais les duos comme ça, j'étais en mode, tu sais, je regardais, je me disais, ah donc il y a autant de taf que ça. Pour moi c'était un travail de me dire qu'aujourd'hui il faut plus qu'il y ait des duos de ça, il faut plus qu'on en parle et que si on voit mes poils, il faut que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Bah non, c'est toujours pas le cas, t'as fait une photo avec Bastos. J'ai fait une photo avec Bastos, et quand il me dit viens on prend la photo, je dis attends, je vais lever le bras, je peux t'assurer qu'il y aura des commentaires que sur ça. Il me dit mais non, abuse pas, je dis tu veux qu'on fasse le test? C'est parti. 2000 commentaires sur mes poils. Ce n'est que des commentaires sur mes poils. Et c'est putain de grave, genre vraiment. Aujourd'hui, en 2023, une femme elle poste une photo où on voit ses poils sous les bras. T'as bien vu Angèle, toutes les meufs qui le font. On ne parle que de ça. C'est un mec, on ne parle pas de ça. Hier, j'ai posté une photo de moi torse nu. On voyait mon téton. J'ai mis une image de téton de mec. C'est passé. J'aurais mis lunaire, mon téton à moi. Ça aurait été censuré. Parce qu'aujourd'hui, on fait une différence entre le téton masculin et le téton féminin. On fait une différence entre les poils féminins et les poils masculins. C'est ça le vrai problème du féminisme aujourd'hui. C'est ça le vrai problème de l'égalité. Tu vois, c'est ça le problème de la société aujourd'hui. Un autre sujet dont je voulais vous parler, c'est je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Dites-moi si jamais vous voulez la voir. J'ai 25 ans et je fais ça. Ça ne va plus du tout. La meuf fait des mini comme ça. Non, mon daron sort de ce corps. mais donc ouais, la chute de la girl boss. J'ai lu ça en fait, c'est vrai que tu sais des femmes donc généralement américaines dont on entend beaucoup parler, Emily Weiss qui est la fondatrice de Glossier, il y a eu les fondatrices de The Space qui était un lieu incroyable dédié à la sororité qui ouvrait des coworking partout dans le monde. T'avais Serena Williams qui était une des principales investisseuses et tout, donc ces meufs là, Leandra Minin qui a aussi du Step Down de The Man Repeller qui était le plus gros blog de mode aux États-Unis, et en fait elles ont toutes. Alors, Emily Weiss, je suis pas sûre, mais je crois que c'est en tout cas la merde. Mais en tout cas, il y avait un article qui décrivait qu'en fait, quand les femmes arrivaient au plus haut de l'échelle, donc monter des boîtes qui étaient valorisées, des centaines de millions, en fait, elles ne faisaient jamais long feu parce qu'on leur reprochait toujours quelque chose qui faisait qu'elles étaient contraintes de démissionner. Et autant parfois c'est entièrement justifié, par exemple la CEO de Reformation, il y a eu des preuves qu'elle a eu des comportements racistes au sein de la société, donc on l'attège et il faut qu'on ait quand même ce genre de policy. Mais t'en as d'autres, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a une nana qui étudiait qui disait en fait oui, elles avaient potentiellement un comportement justement très, peut-être leaduse, un peu agressive, ou en tout cas qu'elles avaient des comportements qu'on n'attendait pas de la part d'une femme, mais qu'en soi faisaient littéralement tous les hommes de toutes les autres boîtes du secteur. Parce que les femmes, elles sont obligées d'être et elles, comme elles sont tenues à des standards auxquels finalement les hommes CEO ne sont pas tenus, en fait, elles ne pouvaient jamais gagner. Et ça, moi, ça m'a grave fait réfléchir. Et je me suis dit, en vrai, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas que, en fait, oui, elles soient tenues à ces standards, et que les hommes aussi, en fait, soient tenus à ces standards, et que oui, il faut qu'on arrête d'être trop agressif dans son management, et oui, il faut qu'on arrête, voilà, d'être potentiellement dans un management toxique. Ou est-ce que, en fait, c'est juste qu'on n'autorise pas les femmes à être les leaders qu'elles ont besoin d'être pour amener la boîte là où elle doit aller, tu vois. Ouais. Et je pense que les femmes, elles se matrixent aussi sur ça, parce que moi, toutes les femmes entrepreneuses que j'ai rencontrées, qui, quand elles gèrent genre 50, 60 personnes dans des énormes meetings, bah voilà, toi, reine, du coup, et qui, du coup, avant d'y aller, tu sais, elles sont dans ce truc de, là, il faut vraiment que je montre aucune émotion et que je sois, genre, carré dans ce que je veux dire pour qu'ils se concentrent sur ce que je veux dire et pas mon physique et pas le fait que je sois une femme. Genre, enlever
en fait, ton humanité de femme pour arriver devant, la plupart du temps, 50 hommes et quelques femmes, et qu'on t'écoute, tu vois. Que quand t'arrives dans une pièce, les gens, ils arrivent... Ils s'arrêtent pas à ta tenue, ils s'arrêtent pas... Ils t'écoutent. Et elles se matrixent comme ça, et elles ont besoin, du coup, d'avoir un comportement au travail pour qu'on les respecte, tu vois. Alors qu'un homme, il arrive, il a son costume, de toute façon, tout le monde est en mode... Ah, il arrive, ils ont... Ouais, moi, j'ai mis du temps à justement faire preuve de ce leadership-là parce que j'avais pas assez... En fait, je me disais, mais pourquoi les gens, ils sont là, en fait? Enfin, genre, c'est cool, ça marche bien et tout, mais j'avais du mal de me dire, bah, en fait, les gens, ils sont là parce que c'est moi qui ai pris les bonnes décisions, c'est pour ça qu'ils me suivent, on a les mêmes valeurs. Enfin, on a vraiment une mission de vie, entre guillemets, avec moi, ce que j'ai créé. Et j'ai mis du temps à me dire, bah, en fait, les gens, ils sont là pour moi. Et il faut que je leur montre que oui, je peux l'idée, qu'ils peuvent me faire confiance. Mais il fallait que je me fasse confiance à moi-même avant. Et c'est vrai que moi, ça fait 1 an et demi que j'ai créé ma boîte. Donc, ça a été hyper... très rapide. Et au final, j'ai un peu essayé d'apprendre à droite à gauche, de faire les choses, que ce soit pour le management ou pour mon système ou ma manière de gérer mon business. Et j'ai tout appris sur le tas. Et du coup, je suis arrivée à un moment où j'étais en mode ça y est, c'est bon, là, ça commence à marcher. Ok, là, on est comme ça. Et en fait, j'avais du mal de me dire que c'était grâce à moi. Et enfin, je pense que c'est grâce à moi, mais c'est grâce aussi à mon équipe. Et j'ai toujours fait en sorte de collaborer avec eux et d'avoir vraiment... qu'on aille en fait vers la même destination. Et je pense que j'ai eu ce truc un peu de me dire, est-ce qu'il faut que je lead comme un homme? Est-ce qu'il faut que je lead comme une femme? Mais j'ai pas envie de leader comme les hommes. Parce il faut leader comme toi, t'as envie de leader, en fait. Et c'est ça qui est dur à trouver. Oui, et c'est dur à trouver. Quelle est toi, ta façon de leader, vu que tu te bases sur ce que t'as toujours vu, ce que t'as toujours connu. Moi, je connais que les films et tout. Du coup, tu sais, je voyais que les hommes en mode CEO, en mode Loup de Wall Street. Mais je pense que l'éducation joue beaucoup. Enfin, moi, je sais que, voilà, de par mon éducation, mes parents étaient assez avares en compliments et plus stricts sur ce qu'il fallait faire. Et donc, j'ai identifié que j'ai du mal à donner des compliments à ma team parce qu'en fait, juste, c'est pas dans ma matrice. Pour moi, on montre ce qui n'est pas bien fait et ce qui est bien fait, de toute façon, c'est la base. Et donc ça demande grave de se déconditionner et vraiment, parfois, ça sort tellement pas naturellement, tu sais, je suis là genre, bravo. Tu sais, c'est ridicule. Alors qu'en plus, je le pense vraiment. Mais en tout cas, je dois me faire des rappels pour le faire parce que c'est tellement plus facile de voir ce qu'on pourrait faire mieux. Et je sais que moi, je suis pareil avec moi-même. Par exemple, je vois toujours ce que je pourrais faire mieux et jamais je me dis que je sais bien fait, tu vois. C'est intéressant, je trouve, ce que tu as dit. C'est grâce aussi à mes décisions que j'en suis arrivée là. Moi, je me suis jamais dit ça, tu vois. Ah ouais? Je sais pas, j'ai juste fait de mon mieux et puis il y a un peu de chance. C'est un sentiment d'imposteur? Je sais pas si c'est de l'imposteur, enfin parce que je pense que ce terme est hyper galvaudé, mais en tout cas oui, c'est du mal à reconnaître la part de moi-même dans ma réussite. Tu vois, et d'ailleurs tu me disais juste avant qu'on commence, tu me disais mais attends, mais quelle horreur de faire une table ronde où en fait on arrive, on disait salut, je suis Diane, j'ai réussi. Ouais. En fait c'est horrible en fait. Mais pourquoi seulement je comprends pas. Je revenais au sujet. En fait, quand elle m'a envoyé un message, elle me dit alors j'aimerais bien que tu fasses la table ronde. Ça fait longtemps qu'on veut faire un truc ensemble. C'est normal, on se connaît depuis longtemps. Il faut qu'on trouve un sujet. Par contre, tu t'arrives pas comme ça juste pour dire on se connaît d'avant. Et elle m'envoie c'est pour les femmes qui doivent réussir. Et je me dis et dedans tu m'écris dans le message parce que toi t'as réussi donc tu peux... Et en fait, avant d'arriver, tout à l'heure, je reprends ce truc. Alors, je me vois mal arriver dire j'ai réussi parce que je ne considère pas avoir réussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manière de réussir. Bien sûr. Qu'est-ce que la réussite? C'est encore un autre sujet. Oui, mais ça, c'est 4 heures fait un papier. Oui, mais c'est propre à, c'est ta réussite à toi-même, ta réussite personnelle, ce que tu ressens en mode, ah oui, là, dans ma vie. En fait, si je parle de perso, à ce moment-là, je trouve que j'ai réussi des choses sur mon personnel, mais des choses qui n'ont rien à voir avec mon métier. Oui. Mais sur mon perso, il y a plein de choses, je m'étais mis. C'est ton mindset, en fait. Ça, là-dessus, j'ai réussi, mais dans le travail, je trouve qu'effectivement, il y a l'impression d'aller toujours plus loin, de faire toujours plus. Et puis moi, encore une fois, c'est un autre métier par rapport à vous. Moi, je suis impressionnée de voir ces différentes choses. Moi, j'ai quand même un minimum de facteurs chance. C'est-à-dire que j'ai fait une émission télé et c'est les gens qui ont le mérite de m'avoir fait gagner plus que moi le mérite d'avoir gagné. C'est-à-dire que c'est parce que des gens ont allumé leur télévision et qu'ils envoyaient un SMS que t'avais bossé. J'ai bossé pour, bien sûr. Je me suis donné, je savais pas me maquiller, je savais pas me coiffer, j'ai pris des cours de make-up, j'ai une vraie formation derrière. T'as réussi à prendre la parole en public, alors que franchement, j'avoue, t'aurais pas vu prendre la parole devant des millions de personnes. Ah non, mais jamais. Moi, le jour où je devais faire mon TPE, j'avais envie de vomir avant d'y aller, quoi. J'ai failli annuler et tout. J'avais retrouvé les choses, passé le bac. J'étais paniquée, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois que je prends la parole tous les week-ends devant 3000 personnes dans des élections, des trucs comme ça, je me dis, waouh, la vie, elle était tous les matins à l'antenne, dans la voiture des gens, je me dis, c'est plus une évolution qu'une réussite, finalement. Oui, c'est ça, mais ça a été un travail sur moi-même. Bien sûr. Mais, pour le coup,
contrairement à vous, ma réussite, elle est auprès des gens. C'est-à-dire que vraiment, et c'est pour ça que j'ai une reconnaissance infime et que je continue les dédicaces et d'aller voir les gens, c'est moi, s'ils n'avaient pas allumé leur télé et envoyé un SMS, ma vie, elle aurait pas basculé. J'ai pas de talent. Pareil pour nous, en fait, si les gens nous avaient pas vus ou nous avaient pas... Oui, mais tu pars avec quelque chose. Moi, je suis allée sur un plateau télé, j'ai parlé 1 minute, j'ai défilé et les gens, ils ont changé ma vie. C'est toi. Non, mais tu vois, ils ont vraiment changé ma vie. Bah, je comprends, ils m'ont donné la chance d'après avoir cette évolution. Sans eux, peut-être qu'aujourd'hui encore, je serais pas capable de prendre la parole en public. Ça a été un vrai travail, mais qui a été fait auprès des autres et pas de moi seule en tant que leader. Moi, en fait, mon leader, c'est moi et les Français, quoi. Tu vois, on est un groupe de leaders ensemble et on a l'idée, le bébé Diane, quoi. Mais c'est un travail d'équipe. Je me suis pas faite seule. Je considère pas m'être faite seule. Je me considère m'être faite avec des gens et qui sont les gens qui ont regardé la télé, tu vois. Et c'est 9 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Mais oui, ce que je trouve intéressant dans ta vie et un enseignement que les personnes qui nous regardent peuvent en retirer, c'est que oui, on t'a ouvert une porte, mais t'as choisi d'en faire quelque chose. Oui. Et toutes et tous ne le font pas, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire, de pas, en fait, se poser la question de la légitimité ou non. C'est si jamais je parlais à un investisseur il y a pas très longtemps, il me disait, écoute, si t'as de l'argent sur la table, tu prends l'argent. Genre, il me disait, tu réfléchis pas. En fait, il n'y a pas à se dire, et je sais pas si toi, tu te poses la question de lever des fonds, moi je ferais peut-être une vidéo là-dessus, je me pose la question pour je ne sais quoi. Mais en fait, je trouve ça fou, là aussi, la différence. En fait, j'ai des potes mecs qui ont levé sur un deck, sur un PowerPoint, genre des millions. Et moi, alors que j'ai un business depuis 3 ans et que ça marche et que, en fait, je me sens pas du tout légitime de prendre de l'argent aux gens. Genre, tu sais, je suis là, genre, mais quelle responsabilité, tu vois. Et en fait, c'est là où je me dis, au final, les femmes peuvent-elles réussir ? Il y a une question de comportement en face, mais il y a une question d'état d'esprit en interne qu'on doit apprendre à changer. Oui, confiance en soi aussi, parce que là, c'est un truc de confiance. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir confiance en moi, tu vois. Ouais, mais là, c'est parce que tu sais que tu prends l'argent des gens, et donc tu sais que si ça foire, c'est pas que toi qui es mis en jeu, c'est d'autres gens, c'est une promesse, et là, ça prend La réussite, c'est très abstrait. Genre, nous, on parle de la réussite, là, très carrière, très le fait de métier, de gagner sa vie pour moi, ça va et être tout. plus tard. Alors que t'as une réussite, déjà, d'être toi et de te sentir bien dans ta vie, et même si tu fais un petit métier qui est considéré comme un petit métier, mais que t'es très à l'aise dans cette vie, voilà, métro, boulot, dodo, ça te va très bien, tu gagnes ton SMIC et tu te sens trop bien et tout. C'est ça la réussite, tu vois. Chaque personne a une réussite qui est pas forcément liée à un métier. Surtout la femme, aujourd'hui, je pense que si, c'est cette pression aussi de la femme, si tu fais pas un métier un peu, voilà, où tu gagnes bien ta vie, où tu représentes des trucs cool, t'as pas réussi. Alors qu'en fait, si déjà, c'est dur d'être une femme et de te sentir bien. Déjà, si t'es une femme, tu te sens bien dans ta vie, dans ton corps, dans ton pays, et là où t'as déjà réussi, vraiment. Après, il y a des branches dans la réussite, tu vois, la réussite carriérale, en fait, moi, mon sujet, c'est plus de me dire, j'ai envie que les femmes aient tous les choix de réussite possibles, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui, une femme, en vrai, si elle a la chance d'avoir un mari qui gagne sa vie, peut être femme au foyer si c'est son souhait. En revanche, les meufs comme toi, il y en a peu. Le nombre de meufs qui, si elles veulent gagner assez d'argent pour pouvoir faire vivre potentiellement leur conjoint ou leur conjointe, pour qu'elles travaillent pendant que l'autre reste à la maison, en fait, les chiffres montrent qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est pour ça que je parle de la réussite professionnelle. C'est qu'aujourd'hui, les portes sont plus fermées pour les femmes pour atteindre un certain niveau de réussite professionnelle. Et pour moi, le féminisme, c'est vraiment... Ma définition de féminisme, c'est avoir le choix. Et aujourd'hui, on n'a pas le choix. Toute balance, c'est que moi, je demande à mes potes leur salaire, etc. Et je suis parfois surprise, parce que aussi, à force de travailler, d'être entrepreneur, on n'a plus la notion, parce qu'on peut avoir gagné des sommes qui sont astronomiques, moi, je trouve. Enfin, ça me choque toujours quand je vois les prix. Mais aujourd'hui, les salaires, c'est dur, que ce soit homme ou femme. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, alors certes, il y a un pourcentage d'hommes plus important que femmes qui peuvent payer pour un foyer entier. Mais si on parle en termes de tous les salaires possibles, il y a très peu de pourcents qui sont capables de payer pour deux. C'est-à-dire que là, on parle d'une infinie... Enfin, vraiment, on parle effectivement d'une égalité homme-femme, mais je veux dire, déjà, pour atteindre le stade d'être capable de payer pour deux, c'est infime. Imagine quand il y a les enfants et tout, tu vois. Quand je vois les hommes autour de moi, mais n'importe qui, je leur demande les salaires, et ils ont 30 ans, ils ont 35 ans, je me dis... Et qui habitent à Paris, je rajoute, parce que Paris, c'est quand même très cher. Je me dis, c'est quand même impressionnant de voir à quel point et qui ont pourtant des super études, qui ont pourtant des métiers qui sont importants. Et je me dis, waouh, c'est compliqué aujourd'hui de se dire, à chaque fois, ils me disent, ah, mais ça va, comme on est 2 dans le foyer, ça fait ce prix-là. Et je me dis, ah ouais, donc t'es obligé de compter à 2. Tu n'es plus capable d'être indépendant financièrement. C'est moi qui disent, on se paxe parce que ça nous baisse un peu pour mieux vivre. Je me dis, ouais, c'est une décision financière que de se paxer. Mon Dieu, que le romantisme, il est fini, quoi, tu vois. C'est ultra dur aujourd'hui, ouais. En fait, tu vois, tu vois, pour moi, j'aurais réussi si j'arrive à atteindre ce goal de me dire que, bah voilà, mon mec, il a pu arrêter de travailler parce que j'ai réussi à gagner assez d'argent pour qu'on puisse vivre notre vie tous les deux tranquille. Mais c'est vivre une vie, t'as pas de... Oui, tu sais, il y a autosuffisance, mais là, t'as posé les bases. Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas
y a pas de 1000 voyages, de 1000 sacs de luxe, tout ce que tu veux, tu vois. C'est juste vivre bien sans se prendre la tête, sans se prendre la tête et que voilà qu'on se mette bien, tu vois. Mais c'est un objectif qui est ultra dur à atteindre, bien évidemment, et ça se fait pas du jour au lendemain. Les femmes peuvent-elles réussir quand on voit le nombre de haine que se prend Léna, et dans une moindre mesure, toi aussi, moi aussi, je dis vraiment récemment, je sais pas pourquoi, des gens vraiment m'accusent que je parle de féminisme pour vendre des livres. Et en fait, je trouve ça complètement lunaire. C'est que déjà, du coup, ça dérange que je gagne de l'argent, ça c'est du coup déjà un fait. Et en plus de ça, si jamais j'avais envie de gagner de l'argent en vendant des livres, je parlerais pas de féminisme, je parlerais d'un sujet beaucoup plus consensuel, les amis. Donc, mais tout ça pour dire que ouais, j'ai l'impression que quand les femmes réussissent au sens professionnel du terme, ça dérange tellement qu'on est obligé de les insulter, de les critiquer, et du coup ça dégoûte presque. Hein. Moi je sais qu'à un moment, je m'étais posé la question quand j'avais eu cette énorme bad buzz, quand j'avais fait une collecte de protection menstruelle pour les personnes menstruées dans le besoin. Donc tu vois, a priori, tu te dis, c'est chaud d'attaquer quelqu'un là-dessus quand même. Mais non, shitstorm énorme, parce qu'on m'accusait d'être payée, c'était gratuit, je le redis au cas où. On m'accusait d'être transphobe, parce qu'en effet, j'avais utilisé le terme femme. Dès que je m'en étais rendu compte, j'avais changé pour personne menstruée. Bref, vraiment, je m'étais dit, mais en fait, est-ce que c'est une vie, quoi? J'ai pas envie d'être un martyr, en fait. J'ai pas envie de me battre pour la cause, si c'est pour moi me prendre... autant de haine, et je me dis que plus on va réussir, et d'un côté je nous le souhaite, plus on va devoir vraiment s'armer, parce qu'aujourd'hui ça dérange encore et qu'on va encore se prendre de la haine, quoi. Moi c'est vrai que je m'en rends compte, je parle petit à petit d'argent, je dis pas combien je gagne parce que j'arrive pas à le dire, mais je sais que ça ne sort pas. Il y a trop de chiffres en fait. Je ne sais plus compter. Je ne sais pas comment on dit chiffres là. Non mais par exemple la dernière fois on m'a demandé, je me suis dit ok je vais le dire, et j'ai dit combien je faisais par mois. Mais donc combien tu te verses en salaire ou ton CA? Voilà, ton CA c'est pas pareil, hein. Tu sais, les gens ils mais c'est moi qui suis, je prends 100%, enlevé, après j'enlève mon CA, j'ai 50% de profit sur ce que je gagne, et après du coup je récupère en dividende ou en salaire, mais là je me suis augmentée il y a pas longtemps. J'adore, je me suis augmentée, ma rêve, j'ai trop hâte de grande entreprise, je me suis augmentée là, j'ai envie, sinon je peux avoir une petite prime moi-même, oui une petite prime de moi-même, allez let's go. J'ai eu du mal à m'augmenter moi-même, vraiment j'arrivais pas. Fallait juste rajouter un zéro. Mais donc en gros, pour donner un ordre d'idée, ton CA par mois c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros? Centaines de milliers d'euros. Ok, tu vois, et je pense que c'est en effet quelque chose dont on va être fier, tu vois. Si je dis, on me dit par an, et je dis non, par mois. Ils me font ok. Et là il part, et là le mec part, il va voir un autre mec qui va le faire sentir mieux dans sa peau. Non, justement on me dit mais meuf tu pèses et tout, et justement après on me respecte un peu plus, juste parce que je pense que c'est ça l'univers de l'entrepreneuriat pour les hommes, faut juste faire du cash et il faut faire plus que, et en fait à partir du moment où ils savent que je génère plus que par mois ou par an, ils sont en mode ok c'est bon tu peux t'asseoir là, on peut discuter avec toi. Trop bizarre, ça te sent trop bizarre. Les gens par oui, c'est trop bizarre. Je le vois parce que les gens ils vont venir me parler quand ils savent à peu près, parce qu'on leur a parlé de moi, qu'on leur a dit. C'est comme un truc avec les nombres d'abonnés en fait. C'est pas l'argent mais c'est le nombre d'abonnés en fait. Plus t'as du chiffre autour de toi, plus on te dit ok c'est bon. Il y a tout le monde est comme ça devant toi en mode. Alors du coup, alors que tu vois tu pourrais même faire une expérience sociale et mentir et dire que tu t'es sur quelques dizaines de milliers d'euros par mois et voir le comportement et à côté dire à un autre gars le vrai truc et de voir vraiment le changement. De base, les gens viennent pas me parler s'ils savent pas que je gagne ma vie. Il y a la réponse directe. Mais c'est crazy. En voyage de presse, et vraiment j'ai arrêté je crois les voyages de presse en partie à cause de ça, aussi parce que j'ai pas le temps, parce que je préfère travailler, mais il y avait un côté où des personnes, pas tellement les créateurs de contenu en soi, mais des personnes qui organisaient, que ce soit des photographes, des gens qui étaient dans la team, quoi. À partir du moment où ils connaissaient le nombre d'abonnés des personnes qui étaient dans le voyage, ils calculaient plus que les top profils. Et en fait, je trouve ça, mais d'une violence. Moi, les gens que je connais, ils disent jamais, ils disent toujours beaucoup moins qu'ils ont et tout pour justement, en fait, ils se cachent du fait d'être très connus. Combien vous avez d'abonnés? Oui, j'avoue, c'est difficile à cacher quand même. Hein. Non, mais tu sais, quand tu te connais, quand tu rencontres quelqu'un qui sait pas forcément. Oui, moi, il y a plein de gens de TikTok que je connais pas. Ils s'avèrent qu'ils ont 5 millions d'abonnés, j'en savais rien. Je les traite pareil que la personne qui n'a pas TikTok. Et puis on te dit, parce que moi, on me l'a posé plein de fois cette question, et puis il y a plein de créateurs de contenu, d'influenceurs, avant de te demander comment tu t'appelles, c'est t'as combien d'abonnés, tu vois. Et t'as ce truc de. T'as envie de dire non mais moi j'ai pas d'abonnés, juste tu vois, je chill, et du coup ils font ok et ils se cassent, alors que si tu dis bah ouais j'ai 1 million, et ils font ah bon t'as 1 million mais du coup tu fais quoi? Donc, du coup t'as ces espèces de trucs
hyper malsain. Donc après, c'est à toi de gérer le truc et de réussir à appréhender le truc et te rendre compte que malheureusement, l'argent, les followers, la notoriété, chaque petit point, voilà. Bon, je pourrais rester longtemps, mais vraiment, si vous arrivez à identifier les freins que vous avez pu avoir justement dans votre chemin vers cette réussite professionnelle, qui vous pensez sont liés à votre genre, peut-être les avantages aussi que votre genre vous a permis, parce que, disons-le, le but n'est pas encore une fois de victimiser les femmes, mais plus d'identifier les freins qui existent encore pour qu'on puisse mieux ensuite les dépasser. Et voilà, comment vous avez dépassé ces obstacles? Moi, je pense que c'était vraiment la confiance en soi. Je pense que, bon, après, c'est peut-être encore, je fais une généralité, mais que les femmes, on a un peu moins confiance parce qu'on va se comparer et tout. Et en fait, il faut se dire que si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui va le faire pour toi, il n'y a personne qui doit croire en toi, c'est à toi de faire les choses. Et justement, je vois, moi, le profil de mes élèves, c'est beaucoup de femmes, du coup, je vois vraiment quelque chose de récurrent là-dedans. Et c'est vraiment le fait que j'ai l'impression que la plupart des gens, on va attendre en fait une opportunité, une chance, mais en fait non, faut la saisir, faut se la créer. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui font que, par exemple, si tu te dis, ça va pas marcher, forcément tu vas rien faire ou tu vas mettre en place des actions qui vont pas t'aider à te porter. Et ça fait que, justement, il faut venir avec un mindset vraiment positif et se dire, moi je vais réussir, moi je vais tout déchirer. Et tu vois, je me le dis, il y a 1 an et demi quand je me suis lancée, je me disais, en plus je travaillais du coup avec Julie qui est aujourd'hui mon bras droit, et je lui disais, Julie, ça va marcher, bientôt je vais pouvoir te payer un salaire, t'inquiète pas, ça va marcher, ça va marcher. Et j'étais persuadée que ça allait marcher, et forcément, de toute façon, il faut se le dire. Voilà, et je me suis vraiment, matrixée, j'allais dire, mais c'est un peu ça, tu vois. Je me suis vraiment matrixée en mode ça va marcher. Tu laisses pas d'autre choix que de réussir, quoi. Et je pense que c'est ça le principal frein que nous, on va avoir en tant que femmes au début. En tout cas, je le vois. Mais tu vois, je me suis posé plusieurs fois la question parce que je l'avais déjà dit et ça avait fait un peu parler mes potes autour de moi. Et je leur avais dit, mais moi, j'ai l'impression d'avoir travaillé 3 fois plus que vous, qu'un homme, pour montrer que j'étais capable d'être là. Ils m'ont dit, ah ouais, t'es sûre, Justine? Et je leur ai dit, ouais, pour moi, j'ai l'impression d'avoir dû bosser pour mériter le fait de pouvoir dire, j'entreprends, je fais ci, je fais ça, j'accompagne les femmes, etc. Et c'était presque parfois pour te le prouver à toi-même. Ouais, je pense, moi, j'ai un gros problème de confiance en moi, de légitimité, de tout, mais je continue et je me dis, ok, j'ai tellement d'impact aujourd'hui, à ma petite échelle quand même, mais... Tu vois, obligé de préciser, hein. Ah oui, non, tu as de l'impact, meuf. Ouais, de fou. Mais après, tu vois, par exemple, je pense que tu parlais tout à l'heure de levée de fonds, etc. Moi, je suis dans un business model où j'ai pas besoin de faire de levée de fonds parce que je peux assez réinjecter, en gros. Mais c'est un projet maintenant que je veux faire justement, peut-être essayer de me renseigner pour investir dans des startups, etc. Et je pense que dans ton cas à toi, il y a forcément un plafond où tu arrives à un mur où en tant que femme c'est compliqué. Parce que je lisais des études et je crois qu'ils disaient que vraiment, il y a moins de levées de fonds possibles pour les femmes. Vraiment, il y a des chiffres où vous êtes... Déjà, dans les levées de fonds de plus de 10 millions, il n'y a que 2% de femmes. 2%, donc 98% d'hommes. Et en dessous de ça, on doit être pas loin de 10%. Parce qu'en fait, je pense qu'on nous juge un peu moins aptes. J'avais vu une étude, franchement, je m'en souviens plus. Limite, tu la retrouveras et je la mettrai dans les notes. Franchement, ça peut être hyper intéressant. C'est un article et justement, c'était tous les chiffres de... Justement, il disait, ok, le stéréotype de la femme, c'est plus à faire ça, de l'homme, c'est plus à faire ça. Et du coup, pour lever de fonds, c'est plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Parce que justement, il disait que, tu vois, nous, notre but, c'est pas forcément de lancer un business ou quoi, alors que pourtant, on a les capacités et on peut le faire, mais je pense qu'on se réduit, en fait, nous-mêmes à ça. Mais je pense qu'on n'a pas aussi la même ambition, tu vois. Ouais. Moi, c'est vrai que je le vois quand je parle à des mecs et genre, ils veulent lever 10 millions, ils veulent faire 100 millions de CA à la fin de l'année. Et nous, on est un peu plus sécure de moi, tant que ça marche, franchement, je suis contente. Mon objectif, c'est pas l'argent et je m'en suis tout le temps rendu compte. Mon objectif, c'est de me dire, ok, là, je suis en train d'aider des femmes à devenir indépendantes et vraiment, j'ai un impact sur la vie. Ce qu'on dit des potes mecs, c'est mais du coup, cet impact-là, tu le mesures aussi à ton chiffre d'affaires. Donc j'essaye de le voir comme ça, tu vois, mais bon, moi c'est un peu moins le cas parce que c'est des sous-vêtements, donc c'est un peu différent, mais en tout cas si, c'est le nombre de personnes qui réussissent à trouver, comme j'aime dire, sous-vêtements, non pas à leurs pieds mais à leur peau. Mais même tu les aides, t'aides globalement les femmes à se sentir mieux dans leur peau, et je pense que tu serais plus focalisé sur ton CA et l'argent que tu fais, t'oublierais un peu cet aspect-là de se dire pourquoi je le fais et cette fibre-là. Et moi je le vois dans les entrepreneurs autour de moi, il y en a qui ont trop
enfin ce shift à un moment donné de se dire on fait CA pour CA et qui au final il laisse un peu tout l'éthique et tout l'ego. Et c'est pour ça que moi je suis contente d'être une femme et de me dire je prends soin, enfin genre c'est mon bébé comme tu disais tout à l'heure. Oui. Moi j'ai trop de sentiments quoi. Je trouve que ça fait du bien d'entendre aussi, de changer du cliché de l'entrepreneur, tu vois. T'as rien à leur envier et t'as Mais c'était dur. un état d'esprit qui est encore plus, je trouve, souhaitable. Non, bah écoute, on sera là pour te le rappeler. Moi, en toute honnêteté, c'est vrai que je suis un discours peut-être qui est plus contrebalancé avec vous parce que je j'ai pas eu cette sensation d'inégalité. Donc j'ai eu l'impression plutôt qu'on m'a ouvert plein de portes et que j'ai eu accès à plein de choses dû à ce privilège encore une fois des gens. J'écoute trop au parcours avec une écoute qui est hyper attentive parce qu'ils sont totalement différents du mien, on fait pas du tout la même chose. Vous avez créé votre société, vous avez décidé de vous donner pour les autres, alors vous avez créé votre formation, tu as lancé une marque de sous-vêtements, tu as créé ton entreprise dans le domaine justement d'apprendre la sexualité. Moi, c'est vrai que ça n'a rien à voir. En fait, mon entreprise, c'est moi-même. Donc moi, c'est vraiment une question de tant que j'ai la forme et que j'ai de l'énergie, on m'appellera, j'espère en tout cas. Et t'as jamais ressenti le fait d'être jugée? À ma beauté? Ouais, jugée parce que t'étais Miss ou tu sais, en fait, ça t'a jamais bloqué quoi. Non, en fait, ça m'a jamais bloqué. En fait, ça a intrigué. Et il y a toujours une phrase qui me faisait rire, et j'en parle souvent, c'est dès que j'étais autour d'une table, invitée à un événement, ou par des amis de mes parents, etc., invitée à des endroits où on verrait pas forcément une Miss France, on me disait en plus d'être belle, qu'est-ce que t'es gentille, ou en plus d'être belle, qu'est-ce que t'es intelligente. Non, jamais eu le que belle, je dis en plus de. Et c'est vrai qu'il y a des moments, je me disais, c'est marrant qu'on souligne autant. Par exemple, tous les articles, quand j'ai été élue, c'était vachement sur Diane Lair, son éloquence, Diane Lair. Et je me disais, pourquoi on le souligne autant comme si c'était si rare, alors que moi, des femmes éloquentes, non, mais même la femme en général. Et je me suis dit, des femmes éloquentes, j'en connais des tonnes. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, par exemple, quand j'ai fait de la radio, tout le monde m'a dit, bah oui, mais c'est normal parce que on t'a mis à la radio parce que tu parles vachement et tout. Je dis, mais j'en connais des tonnes, des femmes qui parlent bien. Et j'ai l'impression que ça a été vu à un moment, et je suis hyper fière, je suis vraiment, mais j'ai pas l'impression d'avoir une parole qui soit si fantastique que ça. J'ai pas l'impression d'être une exception à la règle. Je connais plein de femmes autour de moi qui m'inspirent parce qu'elles sont tellement bonnes pour avoir des discours hyper impactants, hyper directs, où en quelques mots tu les comprends, qui savent tenir une audience, etc. Et je me dis, c'est fou à quel point j'ai été soulignée sur ça, alors que je connais 100 fois meilleur que moi, et on en parle peut-être un peu moins. Donc là-dessus, j'ai un truc de, est-ce que on n'a pas encore du mal à accepter que quand tu fais un métier effectivement dans la beauté ou dans l'image, tu puisses être autre chose. Et c'est là où la radio m'a permis d'avoir cet axe-là. Et je t'ai dit, à partir du moment où moi j'ai souligné ça, et d'ailleurs, toutes les interviews, je disais, en fait, moi j'ai pas envie qu'on dise que je suis belle parce que j'ai un rapport à la beauté avec moi-même qui est compliqué. Je disais, pour moi, le plus beau compliment, c'est qu'on se souvienne de Miss France 2022 comme une fille sympa, comme une fille généreuse, comme une fille éloquente. Mais si on disait juste Miss France 2022 était belle, je crois que je serais déçue. Parce que j'aurais pas l'impression que ça me qualifie. Parce que j'ai encore ce regard-là dans le miroir de me dire des défauts comme tout le monde, t'as des complexes, etc. Et j'aurais été déçue qu'on me qualifie que de ça. Donc, je pense que les journalistes l'ont pris au pied du mot parce qu'ils ont rarement parlé de ma beauté dans les premiers temps et ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'était vraiment pas quelque chose pour lequel je voulais que je sois caractérisée. Mais c'est vrai que, tu vois, l'inégalité, je l'ai moins vécu en tout cas. Tu vois, les négociations de salaire, j'ai réussi à les faire quand il fallait les faire et on m'a écouté, j'ai pas eu l'impression qu'on m'ait bridée. Et après, encore une fois, peut-être parce que j'ai un rapport à l'argent où je prends des distances parce que, je pensais pas un jour gagner des sommes comme ça, tu vois. Donc, je suis déjà hyper contente de ce que je gagne et je me dis, c'est déjà bien, tu vas pas te plaindre et ça sert à rien d'aller gratter plus, tu vas te prendre un mauvais karma et tout peut s'arrêter, etc. Sois contente de ce que t'as à la maison, c'est déjà très bien, tu vois. Je pense que j'étais beaucoup plus matérialiste quand j'étais jeune, à me dire il faut absolument avoir de l'argent. Et avec le temps, je me suis rendu compte que moi, personnellement, tant que je vis dans mon appartement, que je paye mon loyer, que tout va bien, que je peux offrir des cadeaux à mes proches, franchement, ça me va très bien. Mais attends, je suis en train de réaliser, t'étais censée venir avec ton chien, où est-il? Mon chien, j'ai pas pu le prendre parce que comme après j'enchaîne avec des rendez-vous, le pauvre, je me suis dit, regarde, il serait resté là, il serait mort. Extrêmement déçu. Ouais, mais là, la chaleur, il serait mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis mère de famille, voilà, j'ai un petit chien aussi. Donc moi, c'est quand même un budget. D'ailleurs, à chaque fois que je pars et que je laisse mon chien parce que je vais à un événement ou quoi, je lui dis, tu sais, si maman elle fait tout ça, c'est pour que tu puisses jamais manquer de croquettes. C'est la seule raison pour laquelle je me déplace. Mais ouais, donc j'en ai pas eu. Ouais. Et surtout, moi, encore une fois, je suis hyper. Je pense que là-dessus, les Français, j'ai une mentalité parfois que je comprends pas. Moi, je jalouse pas du tout le succès. Genre, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Je prends exemple et j'ai envie de faire pareil. Tu vois, j'adore regarder des interviews d'entrepreneurs, écouter leur parcours de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je sais pas d'Anthony Bourbon parce que je trouve son parcours hyper impressionnant. Mais même des Yomi, même toi, quand je t'écoute, je me dis waouh, c'est génial d'avoir pu faire ça. Ils partent de leur propre idée, quelque chose qui était ici. Ils ont réussi à la matérialiser et en faire quelque chose de vrai et en gagner leur vie. Je trouve ça incroyable d'être allé au bout de leurs rêves. Et pour moi, c'est le message le plus important à faire passer.
dans ce genre de vidéo, c'est pas de dire est-ce que les femmes peuvent réussir, c'est surtout, vous voyez qu'il y a des exemples qui arrivent et comme quoi c'est qu'une question d'aller au bout de son idée, d'y croire, de se faire confiance, de se dire qu'il y a pas, oui, il peut y avoir des freins, mais vous pouvez aller à l'encontre de ces freins. Vous pouvez essayer de trouver un chemin qui soit d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi trouver des business angels, voilà, des gens qui peuvent venir vous montrer leur parcours pour vous aider. Et surtout, vous pouvez changer de métier, changer de voie 1000 fois. Je pense qu'il n'y avait rien qui nous prédestinait à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc si aujourd'hui vous sortez de votre bac, vous êtes dans YouTube, vous ne sentez pas à votre place, n'hésitez pas à changer. On est dans une ère où il y a tellement d'opportunités, je trouverais ça limite dommage d'en faire qu'une, parce que ça se trouve c'était pas la bonne, vous n'avez pas testé les autres. Mais oui, il y a plein de trucs à faire et à vivre en vrai, genre c'est trop bien, il faut vraiment le faire, quoi. Et toi, Libé, pour terminer, t'as eu des freins dans ton parcours et comment tu les as dépassés? En vrai, je vais pas dire que j'ai pas eu de freins parce que j'en ai forcément eu, mais je crois que j'ai énormément de chance d'avoir ma personnalité que j'ai là et de juste foncer la tête dans le mur directement. Et si on me donne un frein, je le prends pour que ce soit en fait ma pédale d'accélération, tu vois. Et c'est grâce à ce frein-là que je vais vouloir encore plus aller vite, en fait. J'ai la chance de me sentir trop bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, que ce soit aujourd'hui avec argent ou sans argent, tu vois. C'est vraiment ce truc de juste moi, en tant que moi-même. Mon rêve ultime, c'était de faire ce que je veux de ma vie. Peu importe si je gagnais de l'argent ou non, le but, c'était vraiment de me réveiller le matin, comme tu disais, et d'être en mode trop cool. Là, je vais passer une journée, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ça, la réussite, en fait. C'est ça. Je pense c'est vrai que la définition la plus simple de la réussite, c'est être content de se lever le matin. C'est heureux même. Moi, ma liberté, c'est ma richesse. Alors que se réveiller chaque jour et d'être content, moi, il y a des jours où je suis triste, mais je suis contente de me lever, tu vois. Mais il m'est arrivé un truc dans ma vie où je peux pas être heureuse, entre guillemets, mais comme je suis contente de me lever, ben, mais moi, on y va, tu vois. Que quand on me posait la question, on me disait, mais toi, plus tard, tu veux faire quoi et tout? Je disais, mais en fait, je sais pas ce que je veux faire, mais je veux simplement être heureuse. Donc, ça peut se caractériser par une minute dans ma journée, mais genre, moi, vraiment, j'ai un mantra. Il faut que je rigole au moins une fois dans la journée, il faut qu'il y ait un truc qui me fait sourire. Et si c'est pas le cas, et qu'il est 18h et que c'est pas arrivé, j'annule ce que j'avais à faire et je fais un truc que je sais que je vais aimer. Ça peut être manger une glace, ça peut être sortir sur moi, ça peut être regarder un film, mais je vais prendre ce temps-là parce qu'il est hors de question. Si la vie, elle s'arrête du jour au lendemain, tu sais pas ce qui peut arriver dans ton sommeil. Moi, j'ai vu des gens mourir, tu vois, comme ça d'un coup, dans mon entourage proche. Ils étaient pas prédestinés à mourir, ils avaient pas l'âge de mourir. Et je me suis dit, en fait, moi, la seule chose que je veux dans ma vie, c'est d'être heureuse. Gagner en fait, c'est trop bien. Évidemment, ça t'ouvre plein de portes. Bah oui. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Ça peut être un détail. Et c'est pour ça que on peut pas caractériser la réussite et le bonheur avec du financier, parce que ça peut être n'importe quoi. Tu peux prendre ton bonheur à partir vivre à Bali, à l'autre bout du monde, avec un surf sans argent et d'adorer ça. Tu vois, ça peut être aussi simple que ça. Et donc, je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait que le matin, quand tu te réveilles, tu dis, là, je suis content de me réveiller parce qu'il y a la lumière du jour, parce que j'ai la chance de pouvoir encore marcher, courir, chanter, qu'il y a des gens qui ont plus cette chance-là. Ou alors, parce que je sais qu'à 18h, je vais aller voir mon chéri et ça me fait trop plaisir de le retrouver. C'est un détail, mais c'est ça qui va faire que quand tu te réveilles le matin, tu dis, bah là, j'ai réussi parce que je suis capable de faire cette chose-là que j'ai envie de faire. Mais de fou. Moi, c'est exactement, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Moi, je veux juste vivre ma vie, kiffer et essayer de faire déborder ce que je fais sur les autres pour que les autres aiment leur vie comme moi, tu vois, avec leur échelle et la façon dont ils sont, mais juste d'aimer sa vie, de faire en sorte que tout ce que tu fais, c'est parce que tu le fais pour toi, pour les autres et pour kiffer, tu vois. Merci à tous et à toutes d'avoir tune in dans cette vidéo. Dites-nous ce que vous On a avez pensé perdu dans les 18 commentaires. Voilà, on a fait du sport avec vous. Non mais franchement, il y a trop d'enseignements hyper cool à ressortir. Donc merci les filles, merci Diane, merci Libellule, merci Justine. À bientôt.